Ok, donc comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de l'intoxication au monoxyde de carbone et puis en fin de topo, on ouvrira un petit complément sur les spécificités des intoxications de fumée, la place de l'oxygénothérapie hyperbare dans ce type de lésion. Alors, je vous mettrai en document joint deux choses. La première, c'est un protocole qu'on avait proposé pour les urgences qui nécessite d'être un peu réactualisé, mais qui pour nous faisait le tour de la question sur les aspects préhospitaliers et intrahospitaliers. Et puis je me dois, par honnêteté intellectuelle ou scientifique plutôt, de vous joindre également euh, cette mise au point qui a été faite par la Société française de médecine d'urgence sur les intox CO. Euh, je vous dirais que on a été un peu surpris par le contenu parce qu'il n'y avait pas d'éléments vraiment majeurs récents. Et ça a tendance un petit peu à nous repositionner à ce qu'on a connu il y a 15 ou 20 ans, avec une mise au premier plan des symptômes plutôt que des dosages. Alors, les gens qui ont écrit ça, c'est les gens qui sont très compétents, donc on ne remet en aucun cas en cause leur connaissance et leur capacité à émettre des recommandations. Néanmoins, je vais essayer de vous donner quelques éléments, peut-être pour pouvoir un petit peu adapter vos pratiques à ces recommandations, mais aussi aux données de la science et également aux spécificités de terrain qui me semblent aussi essentielles dans ces prises en charge. Donc, comme je vous l'ai dit, deux parties, intoxication au monoxyde de carbone sur la combustion incomplète et puis intoxication aux fumées. Et puis, je dirais juste un mot, mais on passera vraiment très très vite. Il y a quelques indications en toxicologie autres que ces deux aspects-là qui peuvent vous intéresser. Et surtout, je terminerai par un ou deux cas cliniques, une ou deux situations cliniques pour pouvoir un peu illustrer mes propos. Alors, intoxication au monoxyde de carbone, même si tout le monde le sait, je me dois quand même de vous le rappeler. La problématique du monoxyde de carbone, c'est que c'est un gaz qui est inodore, incolore, qui est non irritant, qui a une densité quasiment équivalente à celle de l'air, alors qui est probablement un tout petit peu plus lourd, ce qui veut dire que ce gaz est un peu plus concentré en bas de pièce. Et ça, c'est une notion importante pour l'enfant qui va inhaler plus facilement, puisque généralement, il y aura plus de gaz. Et puis surtout, l'enfant ventile un petit peu plus rapidement. Donc, on verra que les enfants s'intoxifient plus rapidement. Mais attention, ils s'améliorent aussi beaucoup plus rapidement. Et donc, il ne faut pas hésiter, quand ils sont graves, à essayer de les oxygéner avant de passer à une réanimation un petit peu plus poussée, type intubation, puisque l'intubation posera aussi quelques contraintes pour les recompressions dans nos caissons. Donc, essayez voilà, de tenir compte de ce fait, c'est qu'ils sont plus graves, donc plus inquiétants d'entrée, mais ils s'améliorent aussi plus rapidement. Le monoxyde de carbone, on estime, alors c'est très compliqué, les chiffres restent aux alentours de 400 à 500 décès par an. Ils sont possiblement plus élevés. Néanmoins, ça reste avec ce chiffrage-là déjà la première cause de décès chez l'adulte par intoxication. C'est compliqué de faire le point sur ce chiffrage parce que là aussi, hein, comme c'est inodore, incolore, non irritant, il est très difficile d'objectiver la présence de CO quelquefois lorsqu'on prend en charge quelqu'un qui est en arrêt. Et malheureusement, ça peut être directement lié à ça. Et donc, c'est pour ça que nos amis anglo-saxons avaient parlé de tueurs silencieux euh, pour bien appuyer ces caractéristiques un peu particulières. 8 à 10 000 cas par an, ça, c'est les cas qui sont diagnostiqués. Il y a probablement au moins 30% d'erreurs diagnostiques, ce qui est un vrai souci, puisque s'il y a erreur diagnostique, il y a traitement inadapté. Et s'il y a traitement inadapté, il y a risque de séquelles à long terme. Et ces séquelles à long terme, c'est des troubles neuropsychiatriques, c'est des troubles aussi cardiologiques. Et ça, on commence à comprendre de mieux en mieux ce qui se passe. Et c'est problématique parce que, alors pour l'instant,
le suivi à long terme est très compliqué. Et très souvent, on pense rarement à ces atteintes, notamment séquelaires au niveau cardiologique. Donc, personne ne regarde trop sur le plan responsabilité, parce qu'on se rendra compte que très souvent, c'est des personnes qui ont eu des durées d'oxygénation trop courtes ou des errances diagnostiques. Mais le jour où des gens s'intéresseront un peu plus à ça, on risque d'être un peu dans des positions difficiles. D'où l'importance, et c'est pour ça d'avoir avec la clinique quand même la capacité de faire des dosages, notamment pour des levées de doute et pour éviter de se retrouver dans des situations où notre errance diagnostique va impacter sur le pronostic et puis également on peut engager notre responsabilité. Sur la physiopathologie, on va rester très simple. On va prendre un échantillon de sang qui a été prélevé chez un individu qui est au niveau de la mer et qui respire de l'air. Vous savez que ou qui est dans une pièce, dans une cuisine dans laquelle il y a un chauffe-eau, si la combustion est correcte et que la pièce est suffisamment ventilée, il va respirer de l'air à une pression de 1 bar. Donc il aura quasiment 100% d'oxygène qui va se fixer sur les globules rouges. Et puis il y aura une toute petite fraction dissoute qui sera présente d'oxygène, qui sera présente dans le sang, mais qui sera non fonctionnelle. Et donc vous comprenez bien que ce qui va être important, c'est de préserver cette fraction combinée, cette capacité des globules rouges à transporter l'oxygène vers les tissus. Le problème, c'est que si vous mettez du monoxyde de carbone dans cette pièce parce que votre combustion est incomplète, le CO a une affinité bien plus importante pour l'hémoglobine que l'oxygène, et donc le CO va prendre la place de l'oxygène. Et donc, progressivement, la fraction d'oxyhémoglobine va chuter. Et malheureusement, cette chute de fraction d'oxyhémoglobine entraîne une hypoxémie qui va impacter sur des tissus qui sont souvent très sensibles, comme le cerveau ou le cœur. Il faut savoir qu'on estime qu'il suffit d'avoir 5% de CO fixé sur l'hémoglobine pour commencer à avoir des symptômes. Et généralement, on parle de diagnostic positif. Alors là aussi, en fonction des pays, en fonction des spécialités, on verra que le seuil de diagnostic positif est un peu discuté. Et vous verrez que c'est d'autant plus compliqué que les techniques de mesure ont souvent un biais de plusieurs points. Néanmoins, on part d'un principe que quand on est entre 5 à 10% de carboxyhémoglobine avec des symptômes, on peut évoquer un diagnostic d'intoxication au monoxyde de carbone. Alors, on est toujours un peu plus dur avec les fumeurs, puisque le fumeur, sa raison de vivre, c'est de s'intoxiquer tous les jours. Je plaisante, bien évidemment, au CO, et donc il a un taux de CO sous-jacent qui est plus important. Donc, si on reste aux alentours de 5%, en fait, n'importe quel fumeur va être positif. Donc, généralement, le fumeur, on passe à un seuil de 10%. 10% chez le fumeur. Donc, c'est important d'avoir cette notion-là. Mais attention, un fumeur, il fait monter son CO s'il consomme du tabac juste avant, hein. Le fumeur qui n'a pas fumé pendant une semaine, généralement, le CO va disparaître. Attention également, si vous dépistez, si vous faites un dosage de CO sur vos enfants et qu'ils ont un taux de 2 à 3%, c'est pas qu'ils sont intoxiqués ou qu'ils fument, c'est tout simplement, euh, on sait maintenant que le catabolisme de l'hémoglobine produit du CO, puisqu'on respire aussi du CO en ville, notamment dans des endroits un peu pollués. Donc on a toujours un taux de CO entre 1 à 2% dans le sang, sans être intoxiqué aigu et sans être fumeur régulier. Alors, il y a une autre notion sur le seuil qui, pour moi, est essentielle, et qui est cette notion de taux supérieur à 25%. Et ce seuil avait été proposé sur un article du New England qu'on va rediscuter et qui disait que généralement, quand on a plus de 25%, on a des signes objectifs de gravité qui posent l'indication d'une recompression thérapeutique. Et c'est d'autant plus intéressant que ces signes, quelquefois, ils sont assez fins, entre guillemets. Ils sont assez compliqués à rechercher, notamment en préhospitalier, lorsque vous êtes dans des situations dégradées avec des multivictimes.
aller rechercher un petit déficit, une hyperréflexie, des troubles neurologiques à minima, c'est compliqué. Aller rechercher des signes cardiologiques, c'est pas toujours très simple quand il y a 20 personnes de faire un électro à tout le monde et puis souvent l'électro peut être normal alors que les enzymes vont bouger. Et donc, un des moyens de screener les patients graves et de les trier, c'est de faire du dosage précoce. Et lorsque vous avez plus de 25%, vous savez que si vous les réexaminez finement ou si vous faites un dosage d'enzymes myocardiques, vous allez trouver des critères de gravité. Et ça, c'est aussi pour nous un élément essentiel qui fait que on reste quand même très attaché à des dosages préhospitaliers. Alors, comme je vous l'ai dit, la problématique, c'est l'hypoxémie sur des tissus qui sont sensibles, mais il ne faut pas oublier que cette intoxication pose souci, enfin, en tout cas, l'intoxication va poser souci sur le secteur vasculaire, mais également sur le secteur tissulaire. Pourquoi? Parce que le CO, bah, déjà, va prendre la place de l'oxygène, donc sur l'hémoglobine, donc l'oxygène sera moins bien transporté. Et le peu d'oxygène qui va réussir à se fixer sur l'hémoglobine et qui va réussir à arriver dans des capillaires pour pouvoir ensuite diffuser au niveau des tissus, eh bien, il est malheureusement confronté à une hyperaffinité de l'hémoglobine qui est liée à cette intoxication au CO. Et donc, le peu d'oxygène qui arrive à être transporté, ben, finalement, il se retrouve sur une hémoglobine hyperaffine qui va avoir du mal à le relarguer. Et si l'hémoglobine, malgré tout, accepte de le relarguer, eh ben, il arrive en fait dans des tissus et notamment dans des chaînes mitochondriales qui sont elles aussi bloquées par du CO. Et donc, le peu d'oxygène qui va arriver dans ces chaînes mitochondriales va malheureusement avoir des difficultés à être traité, puisque les cytochromes, entre autres, vont être bloqués par le CO. Et donc, on verra que le rendement sera très détériorant. Et cette notion, elle est essentielle parce qu'elle pose un peu tout l'intérêt de l'oxygène hyperbare. L'oxygène hyperbare qui va permettre très vite de compenser par la fraction dissoute le défaut d'oxygénation, notamment au niveau d'organes nobles comme le cœur et le cerveau, mais surtout l'oxygène hyperbare qui va permettre d'apporter des grandes quantités d'oxygène dissoute pour aller détoxifier les chaînes mitochondriales, les rendre fonctionnelles et donc permettre, lorsque l'afflux d'oxygène arrive, lorsqu'on met le patient sous oxygène normobar ou hyperbare, bah, que cet oxygène soit métabolisé de façon correcte et pas sur des- des métabolismes anaérobies qui peuvent entraîner des toxicités locales et probablement être le point de départ aussi de complications à long terme comme les syndromes post-intervallaires. Ce qui veut dire qu'il faut avoir un œil aussi sur le secteur tissulaire. Et la vraie problématique, c'est que dès qu'on extrait des patients, le secteur vasculaire se nettoie très rapidement et on a tendance à se rassurer faussement par des taux sanguins qui sont bas alors que les tissus sont encore en souffrance. Et on estime que sur une intoxication, il y a au moins 30% de CO qui est encore en intratissulaire. Alors, je vous l'ai dit, c'est une notion importante. Ces chaînes respiratoires qui vont dysfonctionner à cause du monoxyde de carbone, puisqu'elles vont probablement entraîner un métabolisme anaérobie avec production de radicaux libres qui vont ensuite créer des toxicités, enfin des lésions membranaires et donc entraîner secondairement la réapparition de symptômes ou l'apparition de symptômes neurologiques mais également cardiologiques et donc entraîner à long terme entre un mois à un an des troubles que l'on qualifiait de syndrome post-intervallaire ou de lésions cardiaques. Alors là, je vous ai parlé de la principale hémoprotéine qui était l'hémoglobine. Mais il faut savoir que le CO en fait a une hyperaffinité pour l'ensemble des hémoprotéines et notamment la myoglobine que l'on va trouver dans le muscle strié. Et donc on peut très bien avoir des patients avec des états de conscience conservés et qui sont dans l'incapacité de se mobiliser à cause de cette sidération de la myoglobine par le monoxyde de carbone. Et ça, c'est une notion importante parce que les extractions vont être problématiques et que quelquefois, on a des équipes qui ont été surpris et qui ont eu beaucoup de difficultés à extraire
des personnes qui avaient un état de conscience conservé, mais qui étaient impossibles, qui étaient dans la possibilité de s'extraire par eux-mêmes, avec des risques de co-intoxication chez les secouristes, qui, lorsqu'ils ne sont pas protégés, vont nécessiter des efforts intenses. Et donc eux-mêmes, ils vont inhaler des grandes quantités de monoxyde de carbone. Et puis il y a un autre muscle qui adore aussi le CO, c'est le muscle cardiaque, qui peut non seulement souffrir par l'hypoxémie liée à la carboxyhémoglobine, mais qui peut aussi souffrir par une toxicité directe du CO sur les hémoprotéines qui sont dans le muscle cardiaque. Et moi, j'avais été très surpris il y a une vingtaine d'années par un jeune qui était arrivé avec une déférence uniquement cardiogénique, sans signes neuro, et en fait, c'était une intoxication au monoxyde de carbone. Donc, on peut vraiment avoir cette dissociation. Et moi, à l'époque, on m'expliquait que pour faire la part sur les fumées d'incendie entre le CO et le cyanure, eh bien, quand il y avait des signes cardiologiques, c'était probablement le cyanure qui était en cause. Et en réalité, on voit que dans nos intoxications au monoxyde de carbone, on peut aussi avoir des attaques cardiaques, alors qui sont un peu moins rapides, un peu moins violentes que sur les fumées d'incendie à cause du cyanure. Donc le CO atteint également le cœur de façon importante. Après, clairement, sur les fumées, bien évidemment, s'il y a atteinte cardiaque, vous pensez en premier au cyanure, mais le CO peut également impacter. Alors la physiopathe, elle peut être, ceux qui sont passionnés par ça, beaucoup plus détaillée. Et je vous invite à lire ce fameux article, je vous le mettrai, je crois que je l'ai mis en copie, du New England, hein, qui rentre beaucoup plus dans le détail de tout ça. Ce que j'aimerais simplement que vous reteniez, c'est que le CO a une hyperaffinité pour les hémoprotéines, principalement l'hémoglobine, ce qui entraîne une diminution du transport de l'oxygène, un défaut de libération tissulaire, ou en tout cas une diminution de la libération tissulaire de l'oxygène transporté, qu'au niveau tissulaire, la sidération, la saturation de l'acétochrome par le CO entraîne une baisse de la production cellulaire de composés énergétiques en phase aiguë, mais en phase secondaire, sur les phases de réoxygénation, peut entraîner une hyperproduction de radicaux libres lorsque ces chaînes respiratoires sont partiellement fonctionnelles. Et puis un petit mémo aussi sur le muscle strié et le muscle cardiaque qui peuvent être aussi directement liés. Donc une fois qu'on comprend ça, ben, on comprend que le diagnostic positif par une analyse de la clinique va être compliqué. Parce qu'en fait, on va tout voir. Et si on regarde cette étude parisienne qui avait été faite par Raphaël il y a quelques années, il avait très bien montré que les principaux signes, c'était de la céphalée, du vertige, de la faiblesse musculaire, du trouble digestif. Imaginez donc un patient qui se présente pour ces symptômes-là aux urgences. Généralement, on va le repousser rapidement vers l'extérieur en lui disant d'aller consulter son médecin traitant et que, aux urgences, on n'est pas là pour prendre en charge des syndromes grippaux ou des gastro-entérites. Ben, le problème, c'est que dans certaines circonstances, dans certains cas, ce ne sera pas un simple épisode viral, mais une vraie intoxication alimentaire, une vraie intoxication au monoxyde de carbone. Donc, il faut être excessivement prudent et on verra que ces signes cliniques, en fait, la typologie de ces signes est peu intéressante, mais c'est plutôt et source très souvent d'erreurs. Je vous ai mis toutes les erreurs d'orientation qu'on avait faites sur Marseille, sur des diagnostics qui étaient posés à tort, infection virale, intoxication alimentaire, grossesse, coronaropathie, consommation toxique. Nous, on avait incriminé chez un jeune la prise de cocaïne et donc on avait expliqué ça aux parents. Et puis secondairement, quand il s'était dégradé, on avait eu des gaz du sang avec un taux de CO qui était très élevé, donc on était un peu emmerdé. On a mis quelqu'un en HDT pour des troubles neuropsychiatriques. En réalité, c'était une intoxication au CO. Donc voilà, donc c'est des diagnostics qui sont compliqués, qui peuvent être éventuellement, notamment pour les médecins régulateurs, enfin orientés et suspectés par la cinétique ou par le caractère multivictime, entre guillemets. Quand vous avez plusieurs personnes à domicile qui présentent des troubles digestifs ou neurologiques, on peut y penser. Alors les troubles digestifs, on a tendance quelquefois à penser plutôt à une toxi-infection alimentaire. Ce qui peut être intéressant, c'est de connaître l'état de santé de l'animal de compagnie s'il est présent, qui généralement ne mange pas à table et qui est très sensible au monoxyde de carbone. Et donc, si l'animal domestique est également en mauvaise posture, vous pouvez réorienter le diagnostic. Ce qui peut vous permettre aussi d'orienter le diagnostic, c'est la variabilité dans le temps. Si vous avez des gens qui, lorsqu'ils arrivent à la maison, ils sont moins bien et quand ils repartent, ils sont mieux.
brutalement avec voilà, une disparition, une réapparition assez rapide, il faut y penser. Néanmoins, je vous dis, la clinique, pour poser un diagnostic positif, ça reste très compliqué et très souvent source d'erreur. La clinique, pour moi, reste essentielle. Alors, c'est là où je vous dis, on est un peu en discordance avec ces recommandations de la SFMU qui repositionne la clinique pour du diagnostic positif. Je pense que, enfin, je pense pas, on est plusieurs, on est nombreux à penser, en tout cas pour ceux qui prennent régulièrement en charge ces patients, que la clinique, en fait, va vous permettre de poser un diagnostic de gravité. Et j'aime bien cette stadification, alors qu'il y a une stadification de santé publique plus que de médecine d'urgence, mais qui est assez bien faite et qui vous permet de classer en fait un certain nombre de symptômes dans un niveau de gravité élevé qui pourra vous forcer la main pour essayer de proposer, si c'est accessible, de l'oxygène hyperbare et si c'est pas accessible dans un certain nombre de cas, d'au moins proposer une oxygénation correcte pendant au moins 6 à 12 heures. Le seuil pour dire que ça devient grave, c'est quand on a des troubles objectifs, notamment neurologiques et cardiologiques. Alors, les nausées, les vomissements, la sensation de malaise restent dans une zone un petit peu grise, mais dès qu'on a une perte de connaissance, alors perte de connaissance prolongée ou effective, hein, quelqu'un qui vous dit j'ai perdu connaissance mais qui vous décrit parfaitement comment il s'est extrait ou comment les pompiers sont arrivés et l'ont extrait, bah, c'est pas une perte de connaissance, quoi, hein. Et la récupération spontanée sur les lieux du domicile, tant qu'il n'y a pas eu extraction, ça reste, euh, ça reste intermédiaire. Et c'est là où, si vous contrôlez qu'il y a un taux supérieur à 25%, clairement, oui, il y avait des critères de gravité, il faut le prendre en charge. Si vous avez un taux de 10%, fait correctement, précocement, vous pouvez et un accès aux questions qui est plus compliqué, vous pouvez éventuellement plutôt le classer dans le non grave. Donc les graves, vous avez le niveau 3 avec des signes cardio, neurologiques objectifs. Niveau 4, c'est vraiment des critères de gravité neuro, type coma, convulsion, cardiovasculaire, ischémie, décompensation cardiaque. Et puis stade 5, c'est le décès. Et moi, je vous inciterai fortement à vous focaliser. Alors, on peut avoir des atteintes pancréatiques, on peut avoir plein d'atteintes autres d'organes, mais surtout focalisez-vous sur le neuro et le cardiologique. Alors, la difficulté, c'est que je vous ai dit que on pouvait suspecter le diagnostic, mais quelle complexité lorsque vous êtes en régulation et que vous avez 300 appels dans la journée, de suspecter un tel diagnostic alors que vous avez 15 gastro-entérites qui vous ont appelé dans la matinée. Donc, ce qui peut vous aider, bah, c'est le côté multivictime, atteinte du gamin, de l'animal de compagnie et éventuellement variabilité dans le temps. Ce qui peut également vous aider, selon certains, c'est la recherche d'une source. Alors, oui, on sait que le CO est produit par une combustion incomplète. Donc, effectivement, il faut de la combustion. Nous, on est régulièrement appelé pour des fuites de gaz. S'il y a une fuite de gaz sans combustion, il n'y a pas de monoxyde de carbone, hein. Par contre, s'il y a un appareil à combustion, et ce qu'on voit très souvent, c'est soit des appareils d'appoint, soit certaines fêtes religieuses où on fait un méchoui à l'intérieur ou un barbecue à l'intérieur, peuvent entraîner effectivement, puisqu'on rentre des appareils qui font de la combustion dans des pièces qui sont non aérés. On voit aussi avec la précarité des gens qui rentrent des braises ou qui mettent des barbecues pour pouvoir chauffer. On voit des personnes qui allument leur cheminée, qui la nuit, pour préserver un petit peu le chaud, ferment la trappe. Sauf que s'il y a des braises en combustion, et ben, au bout d'un moment, on va produire du CO. On voit beaucoup de personnes aussi qui, avant d'acheter ces systèmes d'appoint, vont boucher l'ensemble des évacuations et, et malheureusement après installer des appareils à combustion et donc aboutir à des intoxications au monoxyde de carbone.
Donc, il faut un appareil à combustion. L'appareil à combustion, il peut très bien fonctionner. S'il y a un défaut d'aération, on va avoir des incidents. Et donc, si vous regardez dans les personnes qui vous appellent à domicile, qui sont à leur domicile, ce qui est quand même un nombre d'appels important dans les régulations, bah, finalement, dans tout domicile, vous allez trouver une multitude de moyens de faire la combustion incomplète. Et donc, il est très, très difficile, en fait, d'orienter le diagnostic simplement avec la recherche d'une source. D'autant plus qu'en France et en Europe, la principale cause d'intoxication au monoxyde de carbone est une cause accidentelle. On verra que dans les pays anglo-saxons, le monoxyde de carbone est une technique de suicide très répandue. Mais là, le contexte va aider un petit peu plus à orienter le diagnostic. Et puis vous verrez que quelquefois, il y a des sources qui sont encore plus insidieuses. On a les plus grosses épidémies d'intoxication au CO dans les pays chauds lors des cyclones, puisque les gens vont se calfeutrer puis utiliser des groupes électrogènes thermiques à l'intérieur. Et donc là, automatiquement, vous allez avoir des intox CO. On a des interventions qui sont faites en cave. Alors souvent, c'est des moteurs thermiques ou des systèmes de groupes électrogènes thermiques qui sont utilisés par des professionnels. On a eu malheureusement, y compris chez les pompiers, hein, des intoxications graves dans ces situations-là, donc prudence, notamment pendant les phases d'intempéries. Les techniques de suicide, on en a parlé. Il y a un truc que je me dois, il y a deux points, mais c'est vraiment de l'histoire de chasse. Mais on en a eu quelques-unes, donc il faut y penser. C'est le chlorure de méthylène. C'est un produit qui est utilisé dans la pétrochimie, mais qui est surtout utilisé dans des systèmes pour décoller des peintures, des tapisseries, qui a une toxicité directe, mais qui surtout, lorsqu'il est catabolisé par l'organisme, le catabolisme du chlorure de méthylène produit du monoxyde de carbone. Et donc, vous avez au début une intox directement liée au méthylène. Puis, secondairement, l'apparition de troubles qui sont liés au monoxyde de carbone. Et c'est peut-être la seule situation où c'est intéressant de faire des cinétiques de dosage de CO, puisque alors c'est souvent des patients graves qui sont en réa, et donc vous allez les suivre, et puis vous allez voir sur les gaz du sang le CO qui va monter. Et là, effectivement, il est intéressant de suivre ce niveau de CO qui doit vous inciter à mettre au moins 100% d'oxygène, et puis peut-être rapidement, si en quelques heures le taux de CO devient important avec des signes cliniques objectifs, de proposer une oxygénothérapie hyper bas. Et puis je vous le dis aussi parce que c'est quelque chose sur lequel je me suis fait piéger une ou deux fois. Nous, on est très très focus sur l'œdème pulmonaire d'immersion. Et malheureusement, une fois, je me suis entêté à croire à ce diagnostic-là chez quelqu'un qui était hyper sportif et pour lequel la cinétique était un peu atypique. Mais en réalité, lorsqu'on a fait un contrôle de ces bouteilles de plongée, on s'est rendu compte qu'il y avait du CO dans sa bouteille et que l'origine en fait de sa décompensation cardiaque sous l'eau était directement liée à une intoxication en CO, liée à l'augmentation de la pression partielle en CO lors de la plongée. Donc, il faut aussi penser les symptômes qui arrivent sur le fond chez un plongeur, ça peut être un accident toxique et notamment un accident lié à la mauvaise qualité des gaz qui sont dans la bouteille. Et là, pour cette personne-là, on s'était rendu compte qu'il y avait un camion qui était à proximité de la prise d'air du compresseur, qui est un camion frigorifique qui fonctionnait, qui continuait à tourner. Et donc, il produisait du CO à proximité de la prise d'air et avec un défaut de filtration au niveau de la chaîne de filtration du compresseur qui expliquait le taux de CO élevé dans la bouteille. Vous avez vu que finalement, c'est complexe. La clinique, elle vous sert surtout à rechercher des critères de gravité. Le contexte éventuellement, la source, finalement, elle est peu utile pour orienter votre diagnostic. Et donc, il faut mettre en évidence le monoxyde de carbone. Alors, pour le mettre en évidence, plusieurs solutions, soit des détecteurs atmosphériques qui ne sont pas obligatoires, hein, contrairement aux fumées d'incendie.
qui pose un certain nombre de soucis. C'est un peu moins au point que les fumées d'incendie. Ça a tendance à sonner de façon un peu récurrente, donc c'est encore un peu discuté. Néanmoins, moi, je vous incite fortement à pas hésiter à en positionner si vous avez des appareils à combustion chez vous. Faites également attention, c'est que très souvent, il y a des sécurités, notamment chez les chauffe-eau. Sur les chauffe-eau, lorsqu'ils dysfonctionnent, la plupart du temps, ils se mettent en mode alarme et ils s'arrêtent de fonctionner. Et souvent, on a tendance à les forcer pour les faire redémarrer. Et c'est souvent là, en fait, s'ils se sont arrêtés et s'ils s'arrêtent à plusieurs reprises, c'est qu'il y a un problème. Et en les forçant, on peut les réactiver et donc entraîner une production de CO élevée. Donc, idéalement, vous avez un détecteur, ça sonne, il y a des symptômes, OK, on pensera au diagnostic. La vraie vie, c'est que ces détecteurs, on les trouve très rarement à domicile et c'est très malheureux. Par contre, la chance qu'on a, c'est qu'actuellement, la plupart des équipes, notamment des équipes de première intervention secouristes type sapeurs-pompiers, sont équipées de détecteurs de gaz et notamment de CO qui vont biper. Et très souvent, c'est eux qui vont réorienter le diagnostic. Vous voulez envoyer une équipe pour faire une levée de doute parce qu'il y a une symptomatologie un peu atypique. Ils arrivent, ça sonne. Vous aurez ainsi automatiquement réorienté votre diagnostic. C'est une des raisons aussi qui pousse de plus en plus des départements à équiper les ambulances qui peuvent être déclenchées par le centre 15. Et également, mais ça, ça avait été initié il y a quelques années suite au décès d'un médecin de SOS Médecins. Les médecins qui font beaucoup de visites de ville, et notamment SOS Médecins, sont équipés également de détecteurs de CO. Et heureusement, parce que c'est grâce à eux qu'on peut rectifier beaucoup de diagnostics. Ce détecteur, il va sonner quand il y a plus de 50 ppm, donc particules par million, de CO dans la pièce. Alors on verra que c'est un seuil qui n'est pas énorme et qu'il suffit de rester dans un parking ou se retrouver dans les embouteillages en VSAV pendant un petit bout de temps avec un pot d'échappement qui est juste devant, qui crache dans votre habitacle pour que le détecteur se mette à sonner. Et ça, c'est un peu une difficulté parce qu'on a tendance un peu à négliger en fait les informations du détecteur de CO en disant mais ça sonne tout le temps et finalement est-ce que c'est bien ça? Alors il y en a qui sont quantitatifs, il y en a qui sont uniquement qualitatifs, positifs, négatifs. Quand c'est quantitatif, bah, il suffit de regarder un petit peu le taux, peut-être refaire des mesures, ventiler l'habitacle si vous êtes dans un véhicule pour confirmer ou pas enfin, la présence de CO dans l'ambiance. Alors certains ont dit, bah, c'est génial, on a la possibilité de doser en ambiance et donc on a vu que la symptomatologie n'était pas toujours très simple, mais si en fonction du taux, on peut peut-être définir la gravité potentielle. En réalité, on se rend compte qu'il y a une dissociation entre les taux mesurés en atmosphérique et les signes cliniques. Même si on peut quand même avoir un peu des idées sur le niveau de gravité potentielle. On sait que généralement, quand il y a 400 à 500 ppm, vous allez avoir des symptômes qui vont apparaître très rapidement, notamment des symptômes neurologiques. Quand on est au-delà de 500 à 1000 ppm, là, on va commencer à avoir des signes neuro, type perte de connaissance, confusion, coma, et des signes cardio. Au-delà de 1000, on estime qu'il y a une dangerosité immédiate, hein, donc attention à l'engagement de secours, même s'il y a beaucoup de personnes graves, il faut que les gens soient protégés avant d'intervenir à l'intérieur. Et puis à partir d'un certain seuil, on estime même que le CO peut être il y a un risque d'explosion, mais généralement, ce risque d'explosion, lorsqu'il survient, c'est pour des taux qui sont astronomiques. Et généralement, on ne peut pas survivre, hein, puisque lorsqu'on est au-delà de 5000 à 10 000 ppm, l'exposition en moins d'une minute aboutit à la mort. Donc, pas de corrélation. Néanmoins, vous avez quelqu'un qui a des symptômes et qui est dans une pièce qui est riche en CO, et ben, vous devez de faire une levée de doute parce que vous allez suspecter le diagnostic. Alors, la levée de doute, le plus simple serait d'amener tout le monde aux urgences. Mais quand vous avez 20 personnes à transporter,
aux urgences, eh ben, on va se rendre compte qu'en réalité, on va essayer de se rassurer avec un certain nombre de choses qui sont quelquefois un peu folkloriques. Et ben, nos amis d'Avignon ont en mémoire cette histoire hein, qui avait vraiment impacté énormément de monde et qui avait en plus abouti à la mise en cause. Alors, il y a eu un appel, mais les pompiers avaient été incriminés, également le centre 15, et puis bon, il y avait eu un peu un va-et-vient en termes de responsabilité sur une personne en maison de retraite qui fait un malaise. Les pompiers arrivent dans la maison de retraite, ont le détecteur qui sonne. La personne est finalement peu inquiétante au premier abord. Une décision de laisser la personne sur site. Le détecteur en fait qui sonne, les personnes estiment que, étant donné que cette maison venait d'être repeinte, il y avait une très forte odeur de peinture et donc ils ont incriminé l'odeur de peinture comme, enfin en tout cas les émanations de peinture comme, euh, comme motif, comme raison de faire sonner ce détecteur. Ils sont repartis. Malheureusement, quelques heures après, ils sont rappelés pour plusieurs personnes présentant des symptômes, dont malheureusement une personne décédée. Et donc, on était bien embêtés parce que d'un côté, on comprenait entièrement qu'ils n'allaient pas vider la maison de retraite pour les amener aux urgences pour faire une levée de doute. Mais d'un autre côté, il aurait été essentiel de faire une levée de doute, au moins sur la personne symptomatique, pour pouvoir justement rectifier le diagnostic. Alors, comment on fait cette levée de doute? Il y a du CO, il y a des symptômes, mais est-ce que ces symptômes sont directement liés au CO? Ben, on va essayer de faire un dosage individuel. Alors, là aussi, à l'époque, on utilisait énormément l'air expiré, le gaz expiré, pardon, qui était en fait l'appareil qu'on avait dans les sacs de SAMU pour faire une mesure atmosphérique. Et vous pouviez rajouter un petit cône en carton qui vous permettait de mesurer le CO dans les alvéoles. Alors, c'est bien quand on n'a vraiment plus rien, mais si on regarde bien la méthodologie de mesure, en fait, elle est très complexe. Il ne faut pas hyperventiler, il faut faire une inspiration normale. On débute l'expiration, on la bloque, on termine l'expiration dans le circuit de mesure sans faire d'expiration forcée. Imaginez-vous expliquer ça dans la panique, avec des gens qui sont souvent précaires, très souvent qui parlent ou qui comprennent mal ce qu'on leur dit. Il faut savoir qu'après chaque mesure, il faut éteindre l'appareil et le rallumer pour qu'il y ait un calibrage qui met à peu près 5 minutes et que le résultat qui vous est donné est un résultat en ppm qu'il faut adapter avec des abacs par rapport au chiffre d'hémoglobine, ce qu'on ne fera jamais en préhospitalier. Et donc, on partira d'un principe, et quand vous annoncez des chiffres en ppm, personne ne sait les interpréter. Donc, on fait une extrapolation, on part d'un principe que 80 ppm de CO dans le gaz expiré équivaut à peu près à 10% d'HBCO, mais on est sur du biais de biais de biais. Qui plus est, c'est que cet appareil a énormément de mal à différencier le CO du CO2, du cyanure et l'alcool, des composants qui sont régulièrement retrouvés en co-intoxication dans ces situations-là. Et puis, lorsque vous avez des troubles de conscience, malheureusement, vous avez une incapacité à faire ces mesures. Donc, gaz expiré, pour nous, le problème, il est réglé. Il faut éviter à tout prix, sauf si vous êtes vraiment au fin fond de la France et que vous avez que ça et que ça peut vous aider à faire une levée de doute. Alors, tout le monde vous dira oui, mais en fait, faut arrêter de vouloir faire du dosage préhospitalier. Il y a une technique de référence qui a démontré sa fiabilité, qui est le prélèvement sanguin. C'est exact. Alors, ce prélèvement sanguin, il y a deux types de prélèvements. Il y a un prélèvement qu'on va faire de façon courante qui va vous donner un chiffre de carboxyhémoglobine. Et puis, il y a un prélèvement qui sera utilisé dans les centres antipoison qui seront un peu plus longs en termes de rendu de résultat, qui est de la séométrie. Et c'est une bonne chose parce qu'on sait que votre carboxyhémoglobine, quand elle est dans un tube de prélèvement, en fait, progressivement, il va y avoir une dissociation dans le tube. Et donc, au bout d'une heure, on sait qu'il y a une partie du CO qui était fixée sur l'hémoglobine qui est passée en phase dissoute.
Ce qui veut dire que si votre prélèvement il est fait en préhospitalier, c'est une bonne chose, mais qu'il est analysé 1 heure après, aux urgences, en réa, dans un laboratoire, vous aurez une carboxyhémoglobine qui sera faussement rassurante. Si vous pouvez faire une séométrie, bah, si ça s'est dissocié, vous en foutez complètement parce que de toute façon, ils vont mesurer le CO qui était fixé sur l'hémoglobine, mais aussi le CO qui est dissous. Sauf que ça, vous l'avez jamais en urgence. La deuxième chose, c'est que cette carboxyhémoglobine, très souvent, pour gagner du temps, on va la faire sur des appareils à gaz du sang qui sont en délocalisé et qui ont une marge d'erreur de 2 à 3 points. Donc, sur des petits taux, vous allez avoir une marge d'erreur, c'est pas 2 à 3% du résultat, c'est 2 à 3 points. C'est-à-dire que si j'ai un taux aux urgences de 5%, le taux réel est entre 3 et 7%. D'accord? Alors, je vous dirais que si les taux sont très élevés, on s'en fout complètement. J'ai 25%, je sais que c'est un seuil de gravité, que mon taux réel soit entre 23 et 27, c'est pas très grave. La marge d'erreur, elle est acceptable. Sur des tout petits taux, pour vous dire, je suis sur du diagnostic positif ou pas, bah, attention, on a une marge d'erreur de plus ou moins 2 à 3 points. Donc, il faut un peu relativiser. C'est pour ça que je comprends entièrement la démarche actuelle en disant, attention, le dosage ne peut pas tout expliquer. Néanmoins, si vous faites un dosage de qualité précoce et qu'il est analysé rapidement sur un appareil délocalisé, c'est un moyen excellent pour orienter votre diagnostic. Et généralement, vous verrez très souvent, vous retrouverez des taux entre 20 à 30%. Au-delà de 40 à 50%, généralement, ils sont gravissimes, voire décédés sur le terrain. Petite précision, alors, complexité, c'est qu'il faut un accès à ces machines et qu'il y a très très peu de structures qui sont en capacité de les mettre en préhospitalier. Donc, ça veut dire qu'il faut transporter soit les prélèvements, soit les patients sur les urgences. Autre notion importante, il y avait eu une circulaire d'hémovigilance qui était apparue, je crois, il y a une dizaine d'années, disant attention, ces prélèvements doivent être non plus faits sur des tubes héparinés, qui entraînent énormément de faux positifs, mais ils doivent être faits sur des seringues à gaz du sang. Euh, je vous rappelle hein, que c'est pas parce que vous utilisez des seringues à gaz du sang que que vous êtes dans l'obligation de faire une ponction artérielle. Et ça, malheureusement, très souvent sur les CO peu graves, on nous donne des résultats en artériel, ce qui crée un inconfort pour le patient. Donc, il faut vraiment pas hésiter à faire des prélèvements veineux. La ponction artérielle n'aura d'intérêt que si vous avez besoin de rechercher des lactates ou une hypoxémie, enfin une PO2 sur un patient grave. Mais pour faire un dosage de CO, c'est du sang veineux, mais prélevé avec une seringue à gaz du sang. Et donc, si vous intégrez bien la méthodologie, ça veut dire qu'il faut faire un prélèvement préhospitalier, donc il faut essayer de rajouter dans un sac une seringue à gaz du sang qui peut être analysée à l'hôpital, idéalement par un laboratoire qui va faire une carboxyhémoglobine et une séométrie. Et si ce n'est pas votre laboratoire et que vous utilisez la biologie délocalisée, il faut vous dire que vous avez une marge d'erreur de plus ou moins 2 à 3 points. Et que si jamais vous avez mis du temps à analyser le prélèvement, bah, vous aurez un biais parce qu'il y a du CO qui se sera dissocié. Et si jamais vous faites le prélèvement à l'arrivée aux urgences, bah, malheureusement, vous ne saurez pas tout ce qui s'est passé sur le terrain puisqu'il y a eu une détoxification liée à l'oxygénation du patient. D'accord? Donc, cette technique de référence, il n'y a aucun problème, mais elle n'est pas toujours très simple à appliquer. Ce qui veut dire qu'on reste, nous, convaincus qu'il faut faire du dépistage préhospitalier. Alors, certains nous disaient, mais en fait, tu es en train de chercher à savoir combien il y a de carboxyhémoglobine, mais pourquoi on ne fait pas une simple saturation en oxygène? La saturation en oxygène nous permettant de voir l'oxyhémoglobine, s'il y a moins d'oxyhémoglobine, on peut, s'il y a 82% d'oxyhémoglobine, ça veut dire qu'il y a 18% de carboxyhémoglobine. Eh bien non, c'est faux parce que nos appareils nos saturomètres ont énormément de difficultés à différencier la longueur d'onde émise par une oxyhémoglobine de celle émise par une carboxyhémoglobine. Donc ça veut dire que votre saturation, elle va rester élevée, y compris sur des intoxications importantes pendant un moment. Et puis lorsqu'elle chute, généralement, elle chute surtout liée à la défaillance systémique.
Par contre, on a un appareil qui est arrivé sur le marché il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, qui était proposé par le laboratoire Massimo, avec qui j'ai beaucoup collaboré initialement parce que je restais convaincu que c'était un outil. En fait, ils étaient venus nous voir en nous disant on a un truc pour les caissons et pour moi, c'était surtout un dispositif pour le préhospitalier qui est en fait comme un saturomètre qui vous permet de faire une mesure sur site instantanée et d'obtenir une carboxyhémoglobine avec une acceptabilité des résultats sur des valeurs variant entre 2 à 40%. Au-delà, de toute façon, les choses sont tellement graves et généralement, il y a des sources de CO qui sont suffisamment objectivables que le taux, à la limite, va être très secondaire, qui sont maintenant intégrés dans pas mal de scopes multiparamétriques et qui donc vous permettent d'avoir un résultat rapide. La vraie problématique de ces appareils, c'est qu'ils ont une marge d'erreur de plus ou moins 2 points, 2 à 3 points. Nous, on avait fait une étude où on comparait deux âges préhospitaliers, donc grade 57, donc séométrie, enfin SPCO, pardon, euh, prélèvement veineux et artériel, et on se rendait compte effectivement qu'il y avait ce delta de plus ou moins 2 à 3 points. Et c'est ça qui anime le débat actuel en disant que cet appareil manque de fiabilité. Alors, on le sait depuis 20 ans. D'autres équipes avaient fait très belles études, hein, notamment nos amis espagnols et montpelliérains. Il n'y a rien de nouveau. La seule problématique, c'est que les premières études étaient faites en préhospitalier. Et en préhospitalier, on était sur des valeurs hautes. Donc, la variabilité des résultats était peu impactante. Et que les études plus récentes, mais qui restent encore assez anciennes, quasiment 10 ans, et ben, ces études, elles sont faites en intra-hospitalier sur des taux bas. Et donc, automatiquement, la variabilité, elle va être énorme. Quand vous avez quelqu'un qui se présente avec 4% sur un SPCO et que vous le dosez, bah, ça veut dire qu'il varie entre 2 à 6, du simple au double. Et donc, automatiquement, on va dire, ah oui, mais il y a une marge d'erreur monstrueuse, donc c'est un appareil qui n'est pas fiable. Ok, pas de problème. Mais ce n'est pas un appareil qui est fait pour être utilisé aux urgences, qui peut éventuellement être fait pour être utilisé aux urgences dans des services d'urgence, notamment en montagne, où on peut essayer de screener sur certains symptômes des populations à risque qui présentent un certain nombre de symptômes qui pourraient être rattachés au CO. Mais clairement, ce n'est pas un appareil qui doit être utilisé aux urgences de façon courante parce qu'on aura énormément de biais de mesure. Ces biais de mesure, nous, on les avait analysés avec Massimo. Et en fait, on se rendait compte que très souvent, ces biais de mesure étaient accrus par rapport au mésusage. C'est-à-dire que le problème de ces appareils, c'est qu'ils sont très sensibles aux longueurs d'onde et que donc s'il y a une mauvaise couverture de la main, le principe, c'est de mettre sur des gros doigts, bien protégés avec les ailettes du capteur qui est spécifique et couvrir pour éviter d'être impacté par un gyrophare ou de la lumière, et surtout de faire des mesures multiples. C'est-à-dire, je prends une mesure sur un doigt, une mesure sur l'autre doigt, j'essaye de prendre deux, trois doigts, et puis je regarde s'il y a une grosse variabilité ou pas. Et surtout, même s'il peut y avoir une variabilité individuelle, si vous avez 10 personnes qui ont 2% et qu'il y en a une qui a 20%, et qui ont été au même endroit et même durée, il faut vraiment aller rechercher un biais de mesure. Par contre, si c'est fait correctement, généralement, on a des éléments qui sont pour moi très, très utiles. Et ça avait été montré par les Américains et les Allemands que ça permettait un diagnostic précoce et donc ça permettait de faire des boucles courtes avec des orientations directes vers des centres hyperbares. Donc traitement plus précoce, mais surtout éviter d'aller encombrer des services d'urgence. Qui plus est, on savait en plus de ça que le patient, lorsqu'il allait aux urgences, il n'aura malheureusement jamais son traitement optimum, puisqu'il se sent très bien très vite, et que quand les urgences sont pleines, les gens ont envie de partir, et généralement on les retiendra pas parce que c'est des gens qui se sentent bien et pour lesquels bah, c'est difficile de trouver des critères pour les garder sur place. Donc pour moi, le dosage reste essentiel
Et comme je vous l'ai dit, ça a été démontré. On optimise aussi la prise en charge et les durées et on raccourcit les durées de prise en charge. Alors, sur le dosage, un petit mot quand même. Il est intéressant aussi je vous ai dit que la biologie, donc le CO, dosage de CO, donc soit dosage invasif à condition de respecter les règles de bonne pratique, qui est la technique de référence, soit dosage non invasif avec une petite marge d'erreur. Mais attention, c'est toujours important aussi, donc ça sera pour du diagnostic positif, éventuellement du diagnostic de gravité s'il y a plus de 25%, et toujours penser à compléter, notamment sur les intoxications modérées, par une recherche d'atteinte enzymatique, cardiaque et électrique. On a des dissociations, on a des CO graves qui parlaient plutôt sur le versant biologique, d'autres sur le versant électrique. Et on se rend compte qu'on a au moins 30 à 40% sur nos intoxications modérées à sévères de lésions myocardiques et que ces lésions myocardiques sont probablement le point de départ d'atteinte à long terme qui vont à très long terme impacter sur le pronostic vital. Entre 5 à 10 ans, on s'est rendu compte que les patients qui avaient présenté des signes cardiologiques en phase aiguë sur une intoxication au monoxyde de carbone avaient un pronostic vital engagé dans ces années qui suivaient. Alors certains diront, mais c'est normal parce qu'on a dépisté par le CO des coronariens, c'est vrai, mais surtout lorsqu'ils sont autopsiés, on se rend compte qu'il y a des lésions myocardiques spécifiques au CO qui laissent présager que ces lésions, ces atteintes-là sont des critères de gravité. Après, bien évidemment, en fonction de la gravité du patient, vous allez compléter votre bilan biologique avec un bilan d'organes, notamment hépatique, pancréatique, euh, et puis systémique, notamment avec les lactates, pour pouvoir affiner votre diagnostic. Et assez souvent, on essaye de faire l'imagerie, alors éventuellement l'imagerie juste après la première séance, pour aller rechercher soit des lésions aiguës d'ischémie, mais aussi pour pouvoir avoir un T0 en disant notre patient, il est arrivé, on lui a fait une IRM cérébrale qui était normale, et pourtant c'était une intoxication grave, et 3 mois après, il présente des troubles neuropsychiatriques qui peuvent être un simple syndrome réactionnel, hein, un syndrome post-traumatique, mais qui peut être aussi un syndrome post-intervallaire, et que si on voit apparaître sur l'IRM à 3 mois des nécroses, notamment des noyaux gris centraux, c'est un signe assez pathognomonique qui permet de rectifier l'orientation diagnostique, et c'est quelque chose qui est intéressant sur le plan thérapeutique, mais aussi sur le plan purement juridique, pour des questions de responsabilité, notamment lorsque les gens sont locataires de leurs appartements. Donc, l'imagerie cérébrale, alors perdez pas du temps juste avant la séance, mais par contre, n'hésitez pas à la faire juste après pour avoir un T0. Après, néanmoins, on peut quand même voir quelques lésions diffuses initiales, hein, qui sont liées à l'hypoxémie initiale. Donc, on a fait notre diagnostic positif pour moi, et je reste enfin assez convaincu que c'est surtout la biologie qui va nous aider. On a fait un diagnostic de gravité clinico-biologique. Il va falloir traiter. Pour traiter, personne ne réfute le fait qu'il faille utiliser de l'oxygène pour pouvoir rivaliser, donc rajouter de l'oxygène pour pouvoir compenser cette hyperaffinité du monoxyde de carbone. C'est un rapport de force. Après, c'est une question de dose et de durée. Et c'est là où il peut y avoir effectivement, il peut y avoir débat. Mais on va voir que lorsqu'on regarde un petit peu les modalités d'action et les demi-vies en fonction du type d'outil d'oxygénation que vous allez utiliser, bah, le débat finalement il devient de plus en plus secondaire. En effet, j'ai une carboxyhémoglobine chez un patient qui est mis à l'oxygène pur en préhospitalier. La demi-vie de ma carboxyhémoglobine est de 90 minutes. C'est-à-dire qu'en 90 minutes, j'ai la moitié du CO qui était fixé sur l'hémoglobine qui est dissocié. C'est intéressant parce que vous verrez dans certains territoires, vous allez avoir des patients qui vont mettre 1 heure et demie à arriver aux urgences.
s'ils sont mis sous oxygène d'entrée, que vous les dosez à l'arrivée, que vous avez un taux à, imaginons, 12%, quoi. Et ben, ça veut dire que sur le terrain, puisque ça a été réduit par deux, sur le terrain, ils avaient deux fois plus de CO. Et donc, on se rapprochait de critères de gravité, alors que 10-12% à l'arrivée, bon, on peut se dire finalement, on est juste à la limite du positif, il va bien. Ben non, initialement, il était à 25, probablement à 25%. Et que pour détoxifier complètement, il faut un certain nombre de demi-vies et qu'on part d'un principe que pour une détoxification globale du sang, il faut au moins 12 heures d'oxygène normobar. Alors, ce 12 heures, vous verrez que dans pas mal de bouquins, notamment de médecine d'urgence, on vous met plutôt 6 heures. Et ce 6 heures, en fait, il a été justifié par des cinétiques de carboxyhémoglobine où on voit très bien dans les 3-4 heures une décroissance de la carboxyhémoglobine dans le sang. Et donc, au bout de 6 heures, on part d'un principe que c'est détoxifié. Sauf que ces études, elles ont été complétées par d'autres études qui se sont amusées à regarder pendant 12 heures ce qui se passait. Et en fait, vous avez une première phase de détoxification de la carboxyhémoglobine qui permet de recharger le sang d'oxygène. Mais cet oxygène qui arrive en afflux dans les tissus va commencer à détoxifier les chaînes mitochondriales et le CO qui était fixé sur les chaînes mitochondriales va repartir un peu comme l'azote de nos plongeurs qui est relargué lorsqu'on remonte, va repartir dans le sang. Et donc, secondairement, on voit une réascension de CO dans le secteur vasculaire. Et ce CO dans le secteur vasculaire, il faut l'éliminer. Donc, il faut essayer de maintenir une oxygénation élevée pour éviter qu'il se refixe sur l'hémoglobine. Donc, c'est une notion importante, ce qui veut dire que, alors, en aucun cas, n'allez faire des dosages aux urgences itératifs, hein, ça ne servira à rien. Par contre, il faut se dire que idéalement, il faut essayer de faire au moins 12 heures d'oxygène au masque à haute concentration. Si j'utilise de l'oxygène hyperbare, la demi-vie de la carboxyhémoglobine à l'air est de 300 minutes. Hein, d'accord? Donc là aussi, si vous avez quelqu'un qui est transporté en air ambiant, rassurez-vous, hein, généralement, le fait d'être extrait ne va pas impacter de façon importante sur votre taux dosé aux urgences. Par contre, quelqu'un qui est mis sous oxygène rapidement, en 90 minutes, vous avez deux fois moins de CO dans le sang. Donc ça, il faut l'intégrer. Lorsque vous faites de l'oxygène hyperbare, vous avez toujours 100%, mais vous augmentez par 3 la pression ambiante, donc vous augmentez par la valeur d'oxygène de façon majeure, qui va permettre de raccourcir la demi-vie de la carboxyhémoglobine et on va passer de 90 minutes à 20 minutes. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, vous avez détoxifié la moitié de votre sang. Et donc, on estime qu'en 2 heures, vous êtes en capacité de détoxifier quasiment tout le secteur vasculaire et commencer à détoxifier les chaînes mitochondriales. Mais surtout, il y a un deuxième effet qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, vous avez une fraction dissoute d'oxygène qui n'a nullement besoin d'être transportée par l'hémoglobine, qui est totalement fonctionnelle, contrairement à l'oxygène dissous qu'on a en pression ambiante lorsqu'on est à l'air ou à l'oxygène. Et cette fraction dissoute, en fait, le temps que votre hémoglobine soit de nouveau fonctionnelle, va aller réoxygéner immédiatement le cerveau et le cœur. Et donc, quelqu'un qui est grave sur le plan neurologique, mais quelqu'un également qui est grave sur le plan cardiologique, si vous le mettez dans le caisson, le temps que l'hémoglobine et que les chaînes mitochondriales soient de nouveau fonctionnelles, vous avez la capacité de réoxygéner ces tissus uniquement avec la fraction dissoute. Et ça, cet effet de suppléance, malheureusement, vous ne l'aurez qu'avec l'oxygène hyperbare. Donc, dès qu'il y a des critères de gravité neuro ou cardio, il faut vraiment se poser la question. En d'autres termes, si on regarde ce qui se passe sur la cinétique de décroissance de la carboxyhémoglobine à l'air, à l'oxygène pur et à l'oxygène pur sous pression, vous voyez qu'on va quasiment atteindre une valeur de 0 en 2 heures avec l'oxygène hyperbare, entre 8 à 12 heures avec de l'oxygène normobar, et puis en plusieurs jours au niveau d'une détoxification à l'air. Mais il y a un deuxième élément qui nous semble aussi essentiel, c'est que je vous ai dit que l'oxygène hyperbare permettait, par sa fraction dissoute une réoxygénation de tissus en souffrance, mais cette fraction dissoute permet aussi de détoxifier beaucoup plus précocement les chaînes mitochondriales, puisqu'on voit que
Lorsqu'on est en oxygène hyperbare en 40 minutes, vous reprenez une fonctionnalité au niveau des cytochromes, alors qu'en oxygène normobar, il va falloir plusieurs heures, ce qui veut dire que vos chaînes mitochondriales redeviennent fonctionnelles beaucoup plus rapidement et peuvent gérer l'afflux massif d'oxygène et éviter cette production de radicaux libres qui peut être liée en fait à un défaut de métabolisme de l'excès d'oxygène sur les phases de réoxygénation. D'accord? Et ces phases de réoxygénation, elles ont été incriminées quelquefois comme principale source de lésions secondaires liées à cette production de radicaux libres due à des chaînes mitochondriales non fonctionnelles. Donc ça, c'est une notion très importante que vous n'aurez également qu'avec l'oxygène hyperbare. Après, il y a aussi des éléments un peu plus spécifiques pour la femme enceinte, où là, on a énormément de mal pour avoir une idée réelle de la toxicité, enfin, de la charge en monoxyde de carbone au niveau du fœtus, parce qu'il y a une hémoglobine hyperaffine, parce qu'il y a le placenta qui va servir un petit peu de filtre, parce que au niveau du fœtus, on est avec des PO2 très, très basses. Et donc, il faut vraiment, pour des femmes enceintes pour qui on a vraiment objectivé une intoxication, attention, on disait quels que soient les signes cliniques, quels que soient les taux sanguins, on traite, mais là on en vient à avoir des gens qui sont exposés une minute aux fumées d'incendie, qui n'ont pas de syndrome d'inhalation, pas de suie, pas de symptômes, et parce qu'elle est femme enceinte, sont adressés aux caissons. Donc il faut quand même une intoxication tissulaire et des critères d'exposition suffisants pour prendre en charge une patiente. Ce qui veut dire qu'avec ça, avec cette réflexion et avec un certain nombre d'études, il a pu être proposé des recommandations qui vont être revues l'année prochaine sur les indications et modalités d'oxygénation. Et pour l'intox CO, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut mettre de l'oxygène à 100%, que cet oxygène à 100% peut être complété par une recompression thérapeutique lorsqu'il y a des critères objectifs de gravité ou lorsqu'on a affaire à une femme enceinte et que si on ne peut, s'il n'y a pas de critère de gravité, on a le choix entre 12 heures d'oxygène normobar ou une oxygénothérapie hyperbare. Et qu'on part d'un principe que ce traitement est intéressant à condition qu'il soit mis en place précocement et que si on a un patient qui consulte tardivement sans symptômes, le traitement sera remis en question. Donc ça, c'est opposable. Et je pense qu'il y a une zone, en fait, qui est la plus complexe, comme toujours en médecine d'urgence, c'est ces intoxications modérées pour qui vous pouvez très bien proposer une oxygénation normobar. Le seul problème, moi, je m'étais amusé à faire cette étude il y a quelques années, où on avait un terminal urgence sur tous les services d'urgence en PACA. J'avais simplement regardé l'heure d'entrée et l'heure de sortie de patients pour qui on avait confirmé l'intoxication au monoxyde de carbone. Et je partais dans le principe que ces patients, quand ils arrivaient, ils étaient mis sous oxygène. Et quand il y avait marqué l'heure de sortie, on venait tout juste de leur enlever le masque. C'est fort peu probable, hein. Généralement, on vous enlève l'oxygène, on vous amène les courriers 2 heures après. Et en fait, on s'était rendu compte que 80% étaient sortis au bout de 6 heures, 90% étaient sortis au bout de 10 heures, et qu'il y avait à peine 5% de patients qui avaient eu 12 heures d'oxygène normobat. Donc là aussi, hein, quand on entend certains débats disant l'oxygène hyperbare ne sert à rien, je peux l'entendre, mais il permet au moins d'assurer un traitement adapté pour des intoxications modérées, puisque ces patients-là, s'ils font un syndrome post-intervallaire, si vous avez quelqu'un qui est un peu, comment dire, qui recherche des responsabilités, je pense qu'il lui suffit simplement de regarder la durée d'oxygénation. Et si la durée d'oxygénation est inférieure à 12 heures, il est clairement établi que c'est un des facteurs prépondérants de ce risque de syndrome post-intervallaire. Donc, alors après, à contrario, je comprends entièrement que c'est complexe de garder ces gens-là longtemps aux urgences. Je comprends entièrement que certains centres hyperbares réfute de prendre en charge des patients pour des intoxications minimes
en pleine nuit parce que ça déplace des équipes, parce qu'ils sont sursollicités. Vous regardez la région parisienne, il y a un tout petit caisson avec énormément de demandes. Ben, ils vont cibler uniquement les intoxications graves, ça s'entend. Mais attention, si on fait ça, il faut vraiment ne pas hésiter à traiter correctement nos patients avec de l'oxygène normobas. Alors, il y a eu et il y a encore énormément de controverses. Euh, mais je vous invite, et c'est là où on est un petit peu en colère, c'est que quand on regarde la littérature des dernières recommandations, des derniers papiers, c'est une littérature ancienne et je regrette, on se pose la question de savoir si elle a été correctement lue. Puisque si on regarde bien, la plupart de ces études qui remettent en question l'intérêt de l'oxygène hyperbare ont exclu les cas les plus graves pour des raisons éthiques, puisque les comités d'éthique estimaient que le niveau de preuve était suffisant et que donc c'était une perte de chance de extraire certains patients graves de l'option oxygène hyperbare. Si vous regardez bien certaines études, vous avez des traitements totalement hétérogènes. Il y a une étude en France qui nous est régulièrement mis en controverse. Mais si vous lisez l'étude, en fait, on propose alors, on extrait les cas graves, on propose en fait de l'oxygène hyperbare, mais après 6 heures d'oxygène normobare versus oxygène normobare. C'est comme si pour l'infarctus, vous disiez, ouais, finalement, moi, je suis pas sûr que la choro marche. Et pour montrer que la choro ne marche pas, eh ben, la choro, je vais la faire 6 heures après. Et je vais comparer par rapport à des patients qui sont mis sous oxygène ou 12 heures après. Ben non, en fait, le principe, c'est de réoxygéner des tissus en souffrance précocement, donc d'avoir un délai idéalement de moins de 3 heures. Et puis surtout de garder les cas les plus graves parce que c'est pour cela qu'on a les meilleurs résultats et surtout d'assurer un suivi puisque ces études s'appuient surtout sur le fait non pas qu'il y a une amélioration immédiate mais sur le fait qu'on diminue le risque de syndrome post-intervallaire, sauf que les évaluations sont faites à 1 mois et que les syndromes post-intervallaires apparaissent généralement au-delà d'1 mois jusqu'à 1 an. Et que, en plus de ça, et nous, on le constate, lorsqu'on met les gens sous oxygène hyperbare, en 20 à 40 minutes, on a une disparition des signes cardiologiques. Et donc, on reste convaincu qu'un des bienfaits est le pronostic cardiologique à long terme. Et ces évaluations cardiologiques n'ont jamais été faites, en tout cas dans ces études qui remettent en question l'intérêt de l'oxygène hyperbare. Donc, voilà, je vous invite à mettre un peu de prudence et surtout à mettre un peu d'honnêteté parce que la vraie difficulté, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui réfutent l'indication à juste titre, la vraie difficulté, c'est l'accessibilité au centre hyperbare. Et on peut comprendre très bien qu'à Saint-Étienne, enfin dans certains endroits, eh bien, les indications vont être totalement différentes et on va cibler uniquement les plus graves qui nécessitent un long transfert vers un centre hyperbare par rapport à d'autres endroits où on va dire bah, l'accès aux caissons est facilité. Donc, si on peut raccourcir la délai, y compris sur les intoxications modérées, eh ben, ça sera une bonne chose. J'insiste aussi sur la typologie des caissons. Comprenez bien qu'un patient intubé, ventilé, intoxiqué au CO dans ce caisson-là qui est sur Besançon, et heureusement Besançon va avoir un magnifique centre hyperbare à la hauteur de leurs compétences, puisque c'est une grande école aussi de la médecine hyperbare. Mais vous comprenez bien qu'un patient intubé, ventilé dans ce caisson-là, eh ben, on aura beaucoup plus de mal à proposer cette indication que dans un centre hyperbare. Là, je vous ai mis une chambre de Lille, mais je pourrais vous mettre une chambre récente de Nice où les conditions de prise en charge sont totalement optimum. Dans les îles, c'est pareil, vous n'avez pas pété ici, la prise en charge sera facilitée. Et puis, c'est aussi une notion qu'il faut faire comprendre à nos collègues, parce qu'on le sent très bien, quelquefois, quand on réfute l'indication, on sent qu'au bout du fil, la personne, le régulateur se dit, ouais, en fait, il ne veut pas le prendre parce que c'est 3 heures du mat'. Il faut quand même bien comprendre qu'en hiver, une équipe d'astreinte a des contraintes aussi réglementaires qui fait qu'on ne peut s'exposer à l'hyperbarie que 2 fois par tranche de 24 heures. Enfin, en tout cas, il faut un intervalle au moins de 12 heures après 2 expositions. Et dans des zones, notamment le nord de la France, où ça plonge énormément, où il y a énormément d'urgence, il arrive un moment où on est obligé aussi d'un petit peu trier euh,
et peut-être surseoir à des indications qui sont discutables comme sur les intoxications modérées, aussi pour des raisons de santé au travail et de réglementation du travail. Alors, je vous ai dit, on reste quand même embêté quand on sait très bien que malheureusement, même si on n'a aucun doute sur le professionnalisme des services d'urgence, mais on a des intox modérés, avec un multivictime, on se dit, mais si on les prend, nous, au caisson, ça dure 2 heures, sinon on va les laisser pendant 12 heures aux urgences, c'est compliqué. Est-ce qu'il n'y aurait pas des alternatives? Et effectivement, on sait que la CPAP, on sait surtout que l'Optiflow permet d'augmenter la PO2. On commence à avoir des études nous montrant qu'avec de l'Optiflow, la demi-vie de la carboxyhémoglobine se rapproche de celle qu'on a en oxygène hyperbare. Il y a quelques études, alors certains les discutent, mais ça semble assez intéressant et puis ça permet de nous rassurer aussi, qui dirait qu'on est aux alentours de 40 minutes. Et ça, c'est une notion importante tout en pondérant les choses, c'est qu'attention, on a une demi-vie qui est raccourcie, donc qui permet une détoxification beaucoup plus rapide et qui permet de garder quelqu'un 4 à 6 heures aux urgences et les laisser partir en ayant l'esprit soulagé en se disant que la détoxification était optimum. Néanmoins, l'Optiflow va pas impacter de façon majeure sur la fraction dissoute d'oxygène et donc va pas permettre cet effet immédiat qu'on peut retrouver en oxygène hyperbare lorsqu'il y a des atteintes neurologiques ou cardiologiques. Vous verrez, hein, c'est assez spectaculaire et souvent on est très inquiet au départ lorsqu'on prend des intox-OCO graves, intubés, ventilés, qu'on surveille la capno. Mais nous, on le voit très régulièrement. Au bout de 20 à 30 minutes, vous avez une montée de la capnie qui est assez astronomique et qui pour nous est le reflet de la reprise du métabolisme cellulaire. Même si, vous le verrez également, la mesure de la capnographie en hyperbarie reste un peu complexe et souvent source de biais, mais c'est assez spectaculaire de voir cette réactivation du métabolisme cellulaire par l'intermédiaire de ces chiffres de capno. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai une intoxication minime ou modérée, je fais de l'oxygène normobare pendant 12 heures ou de l'Optiflow pendant 4 à 6 heures. J'ai une intoxication grave, j'essaye de faire au moins une première séance et assez souvent on essaye de faire 2 à 3 séances si on peut dans les 24 à 48 heures. La plupart du temps, ils sont sortants. Quelquefois, quand il y a des signes cardio, on fait des cycles enzymatiques ou une surveillance de 24 heures. Et surtout, on n'oublie pas que l'intoxication au CO nécessite une déclaration à l'ARS qui peut être fait en différé lorsque c'est des intoxications peu graves qui concernent moins de 4 victimes. Par contre, dès que c'est une multivictime ou qu'il y a eu décès, il faut faire un signalement en urgence à l'ARS. Donc, vous avez des fiches comme ça. Et après, vous devez également d'essayer d'inciter les patients à bénéficier d'un suivi à long terme. Alors, ce suivi à long terme, on a énormément de difficultés. Nous, on essaie de Alors, il y a quelques années, on avait des réanimations qui étaient spécialisées en toxicologie et qui organisaient ce suivi avec des CAP, quelquefois aussi, qui étaient rattachés. Ça marchait pas trop mal. Depuis qu'il n'y a plus ces réa, les CAP essayent de faire ça. Certains centres hyperbares l'ont assez bien organisé. Toulouse l'a fait pendant un moment avec des rappels téléphoniques, avec des questionnaires pour essayer de screener un petit peu les patients. Nous, on avait essayé de monter une consultation, ça marche pas. On fait au moins des courriers pour le patient et pour le médecin traitant, leur disant que s'il se passe quoi que ce soit dans l'année qui suit l'intoxication, il faut bien préciser qu'ils ont été intoxiqués. Et puis, il faut aussi bien préciser que ça peut être directement en lien et que s'ils ont des difficultés pour orienter le diagnostic, il ne faut pas hésiter à les remettre dans une filière centre antipoison ou centre hyperbas. Et là, généralement, on va rechercher soit des troubles neuropsychiatriques, donc l'imagerie va vous aider, et puis après, c'est les neuropsychologues qui sont très bons pour orienter le diagnostic. Et puis, la composante cardiaque qui doit être évaluée par une consulte cardiaque approfondie, puisque, comme je vous l'ai dit,
on se rend compte que les gens qui ont présenté des signes initiaux décèdent dans les années qui suivent avec un delta hein, par rapport à la population générale qui est assez marqué à 8 ans. Pour les femmes enceintes, c'est un peu la loi du tout ou rien. C'est-à-dire que vous êtes intoxiqué grave, vous aurez éventuellement une interruption de grossesse. Ce qui est donc préconisé, c'est alors il n'y a pas plus de malformations. Par contre, il faut quand même bien prévenir les femmes qu'elles ont un risque de malformation, mais comme toute grossesse. Donc le simple suivi est suffisant. S'il y a un doute, éventuellement, vous pouvez, enfin, si vous êtes quasiment convaincu qu'il y a un niveau de gravité très très important et que vous voulez préparer un peu la personne ou que la maman elle-même est gravissime, l'IRM à 24 semaines d'aménorrhée vous permet d'objectiver des dilatations ventriculaires cérébrales qui généralement aboutissent à la mort in utero. Mais sinon, il faut vraiment les rassurer en leur disant il n'y a pas plus de malformations. Alors, est-ce qu'on a l'honnêteté intellectuelle pour aller jusqu'à dire qu'il y a un peu plus de morts in utero? Je vous dirais franchement, enfin, peut-être non. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de suivi spécifique à mettre en place. Et nos collègues lillois ont pu aussi suivre les fœtus après la naissance pendant plusieurs années, parce que la question était de dire, OK, il n'y a pas de malformation, il y a pas, il y a un peu plus de mort in utero, pas de malformation en plus, mais par contre, comment les gamins sont, et je crois qu'ils sont maintenant jusqu'à 10 ou 12 ans, il n'y a pas de troubles cognitifs à distance chez ces femmes enceintes intoxiquées graves. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très rassurant. Euh, la seule question est de savoir si de faire le ratio avec les patientes qui n'ont pas été oxygénées en hyperbarie. Et ça, le suivi est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces intox OCO traités par oxygène hyperbare évoluent plutôt bien, y compris dans des critères de gravité. Et que si ça évolue mal, c'est une mort in utero. C'est pas, en tout cas, des situations dans lesquelles on doit se poser la question de faire une interruption volontaire de grossesse. J'ai terminé. Alors, on peut aller beaucoup plus loin dans la physiopathologie. Moi, j'aimerais, en tout cas pour l'instant, et on a eu des gros, gros débats, notamment avec nos collègues du bataillon, avec nos collègues du SAMU. Certains endroits, ils ont même déséquipé les capteurs, y compris sur leur multiparamétrique, donc enlever le capteur de doigt pour faire du CO. Moi, je reste convaincu pour l'instant que ce qu'on a besoin sur le terrain, c'est de penser au diagnostic. Pour penser au diagnostic, soit c'est l'expérience du régulateur qui va suspecter ce diagnostic sur le contexte de plusieurs victimes avec une atteinte des animaux et une variabilité de la symptomatologie en fonction du lieu. Soit le plus souvent un diagnostic qui est rectifié par la détection atmosphérique, par un détecteur porté par les secouristes. Que lorsqu'on a ça, bah, on a des signes et on a du CO, on pense à l'intoxication au CO et la première des choses va être l'oxygénation au masque à haute concentration, mais surtout essayer de screener le niveau de gravité. On est en arrêt cardiaque récupéré, on est sur un signe neuro-cardio-respiratoire majeur, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Il y avait du CO, il y a les critères cliniques, direction le caisson hyperbare, voire le déchocage juste avant pour optimiser cette recompression. Il y a des signes qui sont intermédiaires. Je screen quand même. Est-ce que je suis sûr que c'est pas une femme enceinte? Est-ce que je peux contrôler le taux de CO dans de bonnes conditions? Il a plus de 25%. Je sais que si je le réexamine de façon très fine ou que si je fais un bilan biologique cardiaque, un ECG, je vais trouver des critères de gravité. Je le remets dans ma boucle oxygène hyperbare. Et puis non, c'est pas une femme enceinte. Il n'y a pas de critères cliniques de gravité. J'ai un taux inférieur à 25%. Eh ben, je me pose la question de savoir si ce taux, si cette patiente est vraiment intoxiquée. Donc, je contrôle ma clinique, mon taux. Et si c'est le cas, je me dois de faire au moins 12 heures d'oxygène normobar, voire peut-être de réduire cette durée par deux grâce à l'optiflow. Et si jamais je me rends compte qu'au bout d'un moment,
le patient refuse de porter son masque, les gamins sont agités, je peux quand même me poser la question de le remettre dans la boucle caisson hyperbare pour optimiser cette thérapeutique. Voilà. Et tout ça va être bien évidemment conditionné par l'accessibilité. J'ai un caisson à proximité, c'est en pleine journée, ils sont disponibles. J'ai 5 patients, bah, je les mets dans le caisson s'il n'y a pas de contre-indication, en 2 heures c'est réglé. C'est en pleine nuit, je suis loin de tout, c'est une intox modérée, bah, je vais privilégier l'oxygène normobar et essayer à tout prix au moins de mettre de l'optiflow et surtout éliminer des critères de gravité, notamment cardiologiques. Je pense que ça, c'est pour l'instant, en tout cas, moi j'ai vraiment repris maintes fois parce que j'étais ennuyé et puis surtout, encore une fois, ça a été écrit par des gens qui sont compétents et les gens qui remettent en question un petit peu nos pratiques sont aussi des gens qui ont une grande expertise dans le domaine. La brigade également sur Paris a fait pas mal de travaux. Voilà, moi je reste un peu perplexe sur certains points de ces recommandations. Malheureusement, on n'a pas pu en discuter. Il y a un hyperbariste qui est Vincent Soudé, qui travaille à Angers, qui a un médecin réanimateur hyperbariste qui connaît très bien le domaine, mais voilà, avec qui on n'en a pas discuté. Donc, moi j'aimerais qu'on pondère un peu et on a le droit de diminuer un peu le poids du dosage de CO dans la décision. Néanmoins, la situation actuelle, c'est qu'on n'a pas de CO en préhospitalier. Donc, si on n'a pas de CO sur des trucs un peu borderline, ben, on demande à ce qu'ils aillent aux urgences. Quand ils arrivent aux urgences, les urgences sont bondées. Ils vont mettre du temps à être dosés. Quand ils sont dosés, les dosages sont bas. Donc, généralement, ils vont pas être réadressés au caisson. Et ils vont rester sous oxygène normobar. Et puis, au bout d'un moment, on va dire, bah, écoute, t'as plus envie de rester. Et puis, moi, j'ai les urgences qui sont bondées. Tu t'en vas et tu auras eu 4 heures d'oxygène et c'est déjà très bien. Eh ben non, c'est malheureusement, je pense, le seul moyen pour l'instant de rectifier les choses, c'est d'avoir du dosage précoce et d'essayer de garantir une oxygénation en accord avec les recommandations. Un petit mot sur les fumées d'incendie. Alors là aussi, c'est un peu le paradoxe. Et moi, en tout cas, dans la région, je m'en veux un peu parce que je trouvais il y a quelques années qu'on nous adressait pas assez d'intoxiqués aux fumées et que les intoxiqués graves aux fumées, généralement, ils étaient souvent brûlés, donc ils allaient en centre des brûlés et qu'une fois qu'ils étaient arrivés, nous, on les pistait pour essayer de les récupérer rapidement avant que l'inhalation de fumée entraîne des impacts ventilatoires qui nous empêchent de les passer en caisson. Et à chaque fois, on nous envoyait bouler en disant, attends, je vais te contrôler ton taux de CO là, parce que tu la ramènes un peu trop. Et puis, 3 heures après, sous oxygène normobar, on nous disait, bah, tu vois, le taux de CO, il est à 2%, donc laisse-nous travailler, c'est un patient réanimatoire. Euh, je pense que là aussi, la vérité, elle était entre les deux mondes. Et qu'actuellement, en fait, parce qu'on a des urgences bondées, dès qu'il y a un toxo fumé, on nous les adresse pour co-intoxication CO. Et là, on nous dit, mais regarde, en plus, il y a beaucoup de CO dans le sang. Et là, c'est marrant, d'un coup, on se met à faire des dosages de CO. Alors, oui, il y a beaucoup de CO dans le sang. Sauf que les durées d'exposition, c'est exactement comme en plongée, les temps d'exposition à l'azote très courtes, même si vous êtes profond et que vous avez beaucoup d'azote dans le poumon et dans le sang, il n'y aura pas de saturation tissulaire, il n'y aura pas de palier. Par contre, si vous restez un peu moins profond, mais plus longtemps, vous allez avoir un temps d'exposition avec des pressions partielles en azote qui vont être élevées, qui vont saturer les tissus, et lorsque vous allez ressortir, il va y avoir un relargage. Donc, nous dire il y a un taux de CO important sur une exposition très courte, ça ne veut rien dire. Et ce qu'il va falloir rechercher, c'est la composante tissulaire. Et la composante tissulaire, elle est complexe parce que les symptômes vont être liés au CO, au cyanure, à l'hypoxémie, à l'hypercapnie, aux toxiques dans les fumées. Donc, c'est souvent très complexe. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que quand vous avez des patients graves, quand vous avez des patients qui nécessitent une prise en charge chirurgicale parce qu'ils sont défenestrés, blastés ou réanimatoires, on ne peut pas perdre de temps en se disant, mais comme j'ai un taux de CO élevé dans le sang, il faut prioriser l'oxygène hyperbare. La seule fois où vous pouvez éventuellement prioriser l'oxygène hyperbare, c'est quelqu'un qui est coincé dans une pièce enfumée, qui est resté 20, 30, 40, 50 minutes, qui a un syndrome d'inhalation. Et le syndrome d'inhalation, pardon, le syndrome d'inhalation, c'est clairement défini actuellement.
c'est exposition aux fumées en espace clos avec présence de suie en fond de gorge ou sur un mouchage, ou exposition à des fumées en espace clos avec des symptômes neurologiques importants. Et donc, l'attitude actuelle, c'est de dire, ben, OK, on sait que ça peut être une intoxication, on élimine les urgences chirurgicales ou réanimatoires, et ensuite, on se pose la question, même s'il y a un taux de CO élevé, est-ce qu'il y a eu syndrome d'inhalation? Généralement, quand il y a des taux de CO élevés, oui, mais quand il n'y a pas de dosage et qu'il n'y a pas de syndrome d'inhalation, c'est-à-dire pas de présence de suie au mouchage, vous pouvez être rassuré. Et surtout la durée d'exposition. Une femme enceinte qui est restée 1 minute, qui a un peu de suie au niveau des narines, c'est pas une intoxication au monoxyde de carbone, hein. Alors vous me direz, oui, mais on nous dit partout que 80% des décès sont en relation avec l'inhalation de fumée. Je suis entièrement d'accord. Si on regarde, et j'aime bien cette petite vidéo, la vitesse à laquelle on peut avoir une quantité donc une petite guirlande électrique achetée sur, on est à 20 secondes, hein. Vous voyez déjà la production de fumée en partie haute. On est à 30 secondes. Vous allez voir qu'en moins d'1 minute, en fait, vous allez avoir un comblement total de la pièce par la fumée. Et on part d'un principe, généralement, les pompiers mettent au mieux entre 6 à 10 minutes. Et quand on fait des mesures dans ces fumées, en fait, on voit quoi? On voit qu'effectivement, en 4-5 minutes, on a des seuils majeurs de cyanure puis de CO. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en contrepartie, vous avez le taux d'oxygène qui chute. Donc vous avez moins d'oxygène et le peu d'oxygène qui pénètre va être confronté à du CO et du cyanure. Le cyanure, hein, qui va agir à peu près de la même façon et va diffuser au niveau des chaînes mitochondriales et bloquer les chaînes mitochondriales. Et puis, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est le CO2. Le CO2 qui va augmenter, qui va créer une hyperventilation qui va permettre de se charger beaucoup plus rapidement. Donc, en très très peu de temps, vous avez effectivement une co-intoxication CO-cyanure. Mais vous avez énormément d'autres composés toxiques. Ce qui veut dire que oui, on pense au CO, mais avant de penser au CO, on pense au cyanure. Le cyanure agit beaucoup plus rapidement et va entraîner des effets délétères majeur. Donc, dès que j'ai un syndrome d'inhalation, j'ai une composante toxique. Dès que j'ai une composante toxique, j'ai probablement une composante cyanhydrée. Et quand j'ai des critères cliniques de gravité, je ne me pose pas de question de savoir quels sont les toxiques. Je pars d'un principe que c'est le cyanure qui est en cause. Pour cela, je vais injecter un chélateur qui est le cyanokite, qui est un produit en fait qui va s'injecter en intraveineux ou en intraosseux. Donc généralement, vous avez un flacon que vous allez diluer et injecter au plus vite et que vous pouvez refaire assez rapidement. Euh, Attention, malheureusement, vous êtes souvent limité parce que c'est un produit qui coûte un peu cher, donc il y a un nombre limité de cyanokit. Et vous allez quelquefois être obligé, en fonction de la gravité de vos patients, enfin, vous allez, sur un nombre important de patients graves, quelquefois être dans l'obligation d'essayer de trier vos patients graves pour savoir ceux qui vont recevoir le cyanokit, pardon, de ceux qui ne vont pas le recevoir. Et que là, la clinique est complexe. Certains proposent de dépister, de doser en préhospitalier les lactates. Et on part d'un principe qu'à l'hôpital, le seuil est à peu près à 10 millimoles par litre de lactate, un niveau de 10 millimoles est l'équivalent d'une intoxication cyanhydrée gravissime qui nécessite un chélateur. En préhospitalier, on est sur des valeurs entre 6 à 8. Et donc, sur certains kits de PMA ou de post-médical avancé, vous avez la capacité de pouvoir doser ces lactates en préhospitalier pour pouvoir justement mieux gérer vos stocks en cyanokit. D'autres vous diront que quand on est en difficulté, généralement sur des feux d'appartement,
l'évolution du cyanure est similaire à l'évolution de la carboxyhémoglobine et que ça pourrait être un outil, si vous n'avez rien d'autre, sur des taux de CO très élevés, de vous dire, bah, je mets aussi, je vais privilégier sur mes patients graves le cyanokit chez des patients qui ont des taux de CO élevés au rat de 57. Ça reste très discuté, mais ça peut être un critère de triage. Attention, hein, donc ça se prépare et ça s'injecte très rapidement. Attention, ça a tendance à colorer la peau, ce qui veut dire qu'une fois que la peau est colorée, votre RAD 57 ne servira plus à rien puisqu'il n'arrivera plus à mesurer la longueur d'onde de carboxyhémoglobine. Donc dans la vraie vie, ce qu'on demande sur des patients graves, c'est un, on pense au cyanure, on injecte le cyanokit, mais le temps de posez votre cyanokit. Si vous pouvez, vous mettez le capteur de CO sur le bout du doigt pour essayer d'avoir une valeur de départ. Et en faisant attention de bien nettoyer les doigts pour pas que la suie impacte. Et une fois que vous avez fait vos deux, trois mesures, ça dure quelques secondes. Généralement, le cyanokit est prêt à être injecté, il est injecté. Et là, déjà, vous aurez, un, commencé à traiter le cyanure. Deux, vous aurez une notion de dire, il y a beaucoup de CO, j'essaye de regarder, est-ce qu'il y a une durée d'exposition suffisante? Est-ce qu'il n'y a pas de diagnostic différentiel qui nécessite une priorisation? Non, je suis sur un grave avec du CO important, avec une durée d'exposition importante. Je me pose la question du caisson. Ou non, j'ai peu de CO ou j'ai une urgence réanimatoire parce qu'il y a une inhalation de fumée avec des lésions pulmonaires, parce qu'il y a un blast ou une défenestration avec une urgence chirurgicale, parce qu'il y a un pneumothorax majeur qu'il faut drainer, exsuffler ou bilanter avant la recompression, je privilégie la réanimation. En faisant attention, on s'est fait tout savoir sur les plongeurs, sur les CO et sur les embolies gazeuses. On est tous convaincus qu'il faut mettre 100% d'oxygène, sauf que dès qu'on les intube, on se met de nouveau à vouloir affiner en fait nos paramètres en fonction de la saturation en oxygène. Et on a tendance à baisser la FiO2 chez les patients qui commencent à se stabiliser. Une intox CO doit rester à 100% d'oxygène, y compris lorsqu'elle ne va pas au caisson sur ce contexte-là. OK? Et pour ceux qui ne bénéficient pas, ben, c'est toujours pareil sur des fumées d'incendie, 12 heures d'oxygène normobar, voire un peu moins avec de l'optiflow. En conclusion, euh, je pense que les fumées d'incendie, et comme je vous l'ai dit, hein, actuellement on a un peu un retour en arrière sur le CO où on a tendance à dépositionner, enfin à supprimer un petit peu le dosage et donc à reculer un petit peu l'évaluation et à rendre beaucoup plus complexes les filières courtes hyperbares à la différence de les fumées où maintenant on essaye d'adresser un peu tout et n'importe quoi. Je pense que les fumées, en fait, la priorité c'est le cyanure, éventuellement le CO. A contrario, le monoxyde de carbone, il faut vraiment faire attention de ne pas passer à côté d'une indication d'oxygénothérapie hyperbare. Juste un mot et puis on fera trois cas cliniques et on s'arrêtera là. Sachez qu'il y a une littérature, hein, alors qui est très discutable mais qui peut vous conforter dans votre prise en charge, qui montre que l'oxygène hyperbare pourrait avoir un effet aussi sur la partie cyanhydrée, soit directement en réactivant les chaînes mitochondriales et en détoxifiant ces chaînes mitochondriales grâce toujours pareil, un rapport de force entre le cyanure hein, qui se fixe aussi sur les hémoprotéines versus le CO, l'oxygène, pardon. On a aussi montré sur des études animales qu'on diminuait la composante inflammatoire des suies sur des poumons, sur des inhalations de fumée. Alors oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, vous verrez que les conditions de ventilation, même si on a la chance maintenant d'avoir des ventilateurs de réanimation, elles sont quand même plus dégradées que dans une réa. Donc on va peut-être gagner un petit peu en action anti-inflammatoire, mais peut-être qu'on sera moins performant en dehors hein, des réanimateurs hein, qui sont hyperbares et qui vont peut-être faire une prise en charge optimum, mais néanmoins, même les contraintes hyperbares vont impacter. Donc, ça reste très discutable. L'hydrogène sulfuré, hein, il faut y penser. Vous entendez chaque année hein, ces problèmes d'algues ou de putréfaction dans certaines cuves. On a énormément de soucis avec les sargasses aux Antilles.
il est possible que l'oxygène hyperbare ait un rôle intéressant dans la prise en charge, à condition que les traitements de base aient été correctement faits et que le patient soit en état pour pouvoir bénéficier de ça. Et puis, il y a plein d'autres toxiques qui peuvent diminuer le transport sanguin d'oxygène. Et vous avez bien compris que la force de l'hyperbarie, c'est pouvoir euh, pour pouvoir relancer un petit peu, enfin rétablir une oxygénation tissulaire par la fraction dissoute, le temps que les antidotes puissent agir sur la fraction combinée. Allez, on se fait un ou deux cas juste pour illustrer un petit peu mes propos. Prendre secours, on est à Marseille en plein été. On a un homme qui est un docker qui est retrouvé. Alors, le docker à Marseille, euh, bon, ils ont des conditions de vie qui sont pas simples, hein, donc, mais il y a souvent un petit peu d'alcool, un peu de tabac, un peu de surpoids, un peu d'hypertension, retrouvé au sol, inconscient, dans un hangar, donc en plein été. Pour aller penser au CO, il faut quand même être très motivé. On pense à plein d'autres diagnostics, sauf que quand les secours arrivent, leur détecteur sonne, il y a 200 ppm dans la pièce, donc c'est quand même un taux élevé, hein, et le lien de causalité semble intéressant, d'autant plus que, a priori, un de ses collègues a quitté les lieux il y a 3 heures, et donc il pense qu'il y a eu au moins 3 heures d'exposition puisqu'il n'est pas ressorti du hangar sur ce laps de temps. Il est inconscient, un SAMU est déclenché, un SMUR est déclenché, il arrive sur site, Glasgow 5, tension basse, fréquence cardiaque élevée. Et ça, c'est un signe qui est intéressant, hein. Quand vous vous battez un petit peu pour essayer d'affirmer ou de justement non affirmer le diagnostic, les intox COS sont toujours tachycardes, hein. Quelqu'un qui a 60 de fréquence cardiaque, qui a aucune raison d'avoir 60 de fréquence cardiaque, c'est pas une intoxication au CO. Donc lui, il est tachycarde. Il y a un dosage de CO qui nous permet de faire une levée de doute parce que il avait quand même beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. Bon, il y avait un taux de CO qui était élevé, mais bon, il y avait des machines à côté, donc on s'est dit, donc il y a un taux qui est fait, il a 40, quasiment 40%. Il n'y a pas de doute, on est sur une intoxication grave. Il a inhalé, il a une hémodynamique précaire, donc il est donc intubé, et pendant ce temps, on lui fait un électro qui monte une ischémie en apicolatéral, qui fait que même si on est convaincu que cette ischémie myocardique est probablement liée à l'hypoxémie, on est quand même chez quelqu'un qui est potentiellement coronarien. Et il a été montré dans certaines études que un coronarien exposé au CO peut développer une thrombose par un phénomène inflammatoire. Et donc, deux principes. Alors, un jeune qui fait un syndrome coronarien, qui a aucun facteur de risque, on ne se pose pas de questions, il va au caisson. Quelqu'un qui est en intermédiaire, nous, ce qu'on fait la plupart du temps, si ça ne fait pas perdre trop de temps, on appelle les cardios, on leur dit, voilà, on est dans cette situation-là. On reste convaincu que c'est l'hypoxémie qui impacte sur ces coronaires. Néanmoins, si tu veux le prendre en charge directement en table de choro dans la minute, on te le laisse pour être sûr qu'il n'y ait pas une thrombose. La plupart du temps, ils vous répondront non. De toute façon, moi, il ne va pas être pris dans la minute. Prenez-le, vous en avez pour 1 heure et demie et après, je compléterai mon bilan. Donc là, on a validé l'indication. On voit des signes d'ischémie associés à un bigéménisme, intubé ventilé, transféré au centre hyperbare. À J1, il est en SDRA, mis sous adré d'obus, avec des lactates qui plafonnent, un ECG qui montre une ischémie qui persiste, une écho qui montre un effondrement de la fraction d'éjection lié à l'hypoxémie, lié à l'atteinte myocardique probablement. On décide, parce qu'on n'a pas une unité de lieu entre l'AREA et le caisson, de surseoir à une recompression. Et on attend 24 heures pour proposer une séance complémentaire qui peut se discuter parce qu'au bout de 24 heures, on se pose un peu les questions, mais néanmoins, on avait quand même des signes d'imprégnation myocardique importants encore qui nous a incité à, à, à proposer une séance complémentaire. À J3, il est sevré des amines. À J5,
On a une récupération de la fonction VG. Il est donc sevré de la ventilation à J10. J12, l'état neurologique est correct, son état général est correct, il va pouvoir sortir de réanimation. Il va quand même garder des troubles cognitifs à type de lenteur, d'idéation, de quelques troubles mnésiques et une fatigabilité à l'effort qui est majeure, mais il va s'en sortir. Et il aura à distance une recherche de syndrome post-intervallaire qui sera négative. Mais si lui, il avait eu un syndrome d'inhalation, on se dit pas qu'on lui fait du cyanokito aussi, du coup? Attends, excuse-moi. Le syndrome d'inhalation, c'est parce qu'il a vomi. Euh, pardon, quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est effectivement, c'est une exposition. Il n'y avait pas de fumée. Mais clairement, oui, s'il y avait des fumées d'incendie, là, notre stratégie est totalement différente. Et en priorité, c'était le cyanokit, hein. Et D'accord? l'indication, elle se ferait sur les lactates. Ah, De là, non, ah, non, non, non. Alors, attention, hein. Euh, dès que tu suspectes, dès que tu as un patient grave et que tu suspectes du cyanure, tu ne te poses pas de questions, hein. Les lactates, tu les auras quasiment jamais en préhospitalier et même en intra-hospitalier, tu vas mettre un peu de temps à les avoir. Donc, si tu suspectes, tu ne te poses pas de questions. Néanmoins, si tu es dans une situation où tu n'as pas accès au cyanokit de suite, ou une situation où tu as beaucoup de victimes graves, tu peux éventuellement essayer d'affiner le temps que tu aies du renfort. Tu peux essayer de prioriser en fait ta prise de cyanokit par un dosage de lactate ou éventuellement un dosage de CO. Mais clairement, l'intox au cyanure, c'est un diagnostic clinique de gravité et c'est une urgence, quoi, hein. Et c'est assez spectaculaire, y compris sur l'arrêt cardiaque, hein. Tu ne te poseras pas de questions, hein. Un exposé aux fumées qui est extrait en arrêt cardiaque, c'est injection de cyanokit en IVD, quoi, hein. OK? Je suis clair ou pas? L'arrêt, c'est l'arrêt cardiaque. En fait, comme les symptômes ils sont un peu flous, c'est le coma ou l'arrêt cardiaque, on se dit qu'on fait Oui. du cyanure, quoi, en Oui, gros. ou une défaillance cardiaque objective. Après, attention, hein, on en est venu aussi à avoir une dérive des pratiques qui fait que dès qu'on est exposé au CO, certaines personnes poussent du cyanokit. Ce qui est un peu emmerdant pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a quand même pas mal d'atopies, d'allergies. Alors, on me dira, ah oui, mais enfin, entre l'allergie et la mort, que choisir? Merci. Ce qui est surtout ennuyeux, c'est qu'un brûlé intoxiqué au fumée qui a eu du cyanokit, en fait, vous allez colorer la peau et donc les brûlologues, en fait, sont pas très contents parce que dans un second temps, pour faire une évaluation du niveau de gravité, ce qui va directement impacter sur la prise en charge, en fait, la coloration de la peau va énormément les gêner. Et puis, il y a un coût important. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de cibler au mieux l'utilisation du cyanokit, quoi. OK? Après, parmi vous, hein, il y a des gens qui font beaucoup plus de préhospitalier ou de réanimation. Si vous voulez rebondir et je pense que ou affiner ce que j'ai, n'hésitez pas, hein. Moi, je vous donne un peu mon impression et fondée sur en plus une expérience préhospitalière ancienne. Ouais, j'ai une question. Ouais, Les vas-y, consignes Bastien. qu'on donne la réanimation dans les 24 premières heures, est-ce que c'est de conserver une hyperoxie pour le relargage tissulaire du CO? On considère qu'on a enlevé toute l'HBCO et que ça suffira pour la suite. Une excellente remarque. Nous, on est un peu ennuyés. On a tendance à dire que quand on a déjà fait 2 heures d'oxygène normobar, 2 heures, 2 heures et demie, généralement avec en plus ce qu'il y a eu en préhospitalier, on peut très bien après adapter la FiO2 en fonction de la clinique. Certains demandent à ce qu'on laisse 100% d'oxygène, certains centres, jusqu'au lendemain. Alors, après, il y avait un énorme débat hein, sur l'impact de l'oxygène, notamment sur la fonction cardiaque, dans les réa, les phénomènes de toxicité. Je pense que faut laisser un peu, là, c'est l'expertise et l'expérience des centres. Moi, je pense qu'on a déjà fait une sacrée détoxification lorsqu'on est en oxygène hyperbare. Donc, je pense qu'on peut effectivement diminuer, d'autant plus qu'on sait l'impact que ça peut avoir sur la fonction cardiaque. Après, s'il y a des centres qui sont très, très à cheval sur le fait qu'on les laisse sous oxygène à 100% pendant 24 heures, je n'ai pas de contre-argument pour aller contre. Euh, je pense que si déjà on arrive à faire toute cette phase correctement avant la sortie du caisson, ça sera déjà énorme, quoi. OK? Et merci. Et si je peux rajouter pour le cyanokit,
loin de là de remettre en question l'indication qui est au moindre doute doit être fait. Pour s'il y a un doute, effectivement, moi je bosse à la réa des brûlés là. Effectivement, ils font quand même plus d'insuffisance rénale sur des cristaux d'oxalurie. Mais voilà, ça ne remet pas du tout en question. On sait dialyser les gens, ça, y a pas de souci. Ouais, et je pense que s'il y a un doute, c'est bien d'avoir une discussion collégiale. Et je pense qu'effectivement, dans les réa des brûlés, vous avez l'expertise et qu'il faut pas hésiter. Je pense que tu es d'accord avec ça. Si on a un doute, c'est que peut-être qu'on n'est pas dans l'urgence extrême. Et dans ce cas-là, c'est bien. Et nous, moi, je sais que dans ta réa, souvent, enfin, vous étiez souvent agacé par l'utilisation du cyanokit un peu par excès qui vous impactait après sur la prise en charge secondaire. Je pense que tu es. Oui, oui, tout à fait. Mais après, voilà, il y a quand même une vraie plus-value au cyanokit si l'indication y est, hein. Nous, effectivement, dans les recommandations des brûlés, bah, effectivement, on met la lactatémie un petit peu plus au centre de notre diagnostic et on rajoute effectivement cette hyperlactatémie à 10 millimoles pour savoir s'il faut faire du cyanokit. Mais bon, voilà, c'est une fois qu'on est à la maison et qu'on est confortable en hospitalier, c'est pas du tout mon métier. Donc, Voilà. Et chez l'enfant, si je dis pas de bêtises, c'est 70 mg kilo, hein, c'est ça, Bastien? alors, c'est ça, sachant que bah, moi, j'ai que les enfants de plus de 20 kilos dans ma réanimation, sinon ça va à la réanimation pédiatrique, qui paraît, je pense, à une autre expérience que la nôtre. Donc, Hmm. Merci, en tout cas. D'autres marques? Et deuxième cas, vous me dites, Marion, je te vois sur l'écran, donc tu lèves la main si tu n'entends pas, parce que il y a une bande de régulation en fait qui va passer. Donc vous me dites si tu entends, j'ai pas commencé encore. Je vous raconte le contexte. Alors c'était il y a un petit bout de temps. Pour ceux qui reconnaissent cette régulatrice qui est encore en œuvre, insistons bien sur le contexte. 25 décembre, 2h40 du matin. Journée effroyable et vous vous retrouvez à avoir cet appel. Donc, je vais lancer la bande de régule. Oui, Vous bonjour. entendez? Je viens de rentrer là, mes camarades qui vient de rentrer ce soir. Elle avait des violentes douleurs dans la jambe depuis très longtemps, dans la hanche, et là, elle a eu tellement mal, en fait, que du coup, ça se porte sur le cœur. Elle a des violentes douleurs dans le cœur, elle est très essoufflée. On me dit que ça n'irradie pas dans le bras, mais elle avait le cœur qui battait tellement la chamade et elle est tellement pas bien que voilà, du coup, je sais pas quoi faire. Elle a jamais eu de crime, elle a jamais eu de problème cardiaque. Donc, ça, c'est l'entourage. C'est une personne qui n'est pas médecin, mais qui donne quand même des informations assez intéressantes. Avec certes, le motif d'appel initial, c'est une douleur de hanche, mais il y a quand même tout ce tableau général qui nous questionne. Le VSAV arrive et après prise en compte de la victime, va passer son bilan à la régule. On n'entend pas grand-chose, Mathieu. Ouais, ouais. D'accord. D'accord. D'accord.
Voilà, sinon la dame, elle a un pouls à 125 irrégulier, une tension à 16,8. Donc, dans les autres habitants de la maison, il n'y a aucun signe pour l'intoxiquer, rien. Donc ils ont arrêté Voilà. la photographe. Il faut leur dire de faire venir quelqu'un pour la réparer demain. Ouais. Et eux, s'il y en a un qui se met à vomir, s'il y a des problèmes particuliers, ben, ils nous rappellent. Hein. Excuse-moi Isabelle, hein, vous avez peut-être un peu entendu, hein, donc prise en compte d'une victime qui a certes une histoire de douleur, qui dit que tout va bien, mais finalement le pompier ne la sent pas. Les constantes, hein, vous avez une tachycardie et puis il y avait aussi une sensation d'oppression thoracique et surtout le détecteur qui a sonné et qui, pour le régulateur, finalement, effectivement, évoque l'intoxication, enfin, peut-être un problème de CO, mais comme il n'y a pas d'autres symptômes dans la famille, on part d'un principe que ben, on aère et puis on rappelle s'il y a moins de symptômes. Alors, on peut en discuter, hein, on peut dire pourquoi on n'a pas fait de levée de doute. Moi, je pense qu'il aurait fallu faire une levée de doute. La vraie vie, hein, c'est qu'actuellement, si on en revient encore à surseoir aux techniques de mesure, vous n'allez pas envoyer l'ensemble de la famille aux urgences pour faire une prise de sang. Donc, ça questionne. On était en 2012, hein, c'était à l'époque où on commençait un petit peu à utiliser le RAD 57. Alors, ce qui est intéressant, c'est la suite du parcours. Donc, les pompiers, en fonction du type, sur Marseille, du type de pathologie, là on est sur une douleur qui a l'air plutôt d'origine orthopédique, donc c'est orienté vers un service d'urgence qui est à la Conception, qui n'est pas sur un hôpital euh, où il y a enfin c'est un hôpital qui est ciblé sur la partie traumatique. Ok. Ce qui est quand même intéressant, chose qu'on regarde très rarement, c'est le compte-rendu des pompiers, où ils parlent effectivement d'une douleur fessière côté gauche, droit, mais ils mettent entre parenthèses intox CO, point d'interrogation. Sur le bilan des urgences, eh bien l'urgentiste se rend compte qu'en fait, il y a une douleur thoracique typique chez une patiente qui est certes à bas risque, mais pour lequel il y a douleur thoracique plus fibrillation auriculaire. Et donc, il décide de la transférer sur un autre hôpital en cardiologie, avec un traitement qui est débuté notamment par aspégique. Donc, il y a quand même la douleur articulaire, elle est oubliée, l'intoxication au CO est oubliée, et donc on l'oriente vers la cardio. La cardio, donc ça c'était en pleine nuit. La patiente est donc allée en cardio. Elle a eu sa coro. On a cherché autour, on n'a pas trouvé grand-chose. Et la famille donc passe voir la grand-mère en cardio et s'arrête aux urgences puisque deux, trois personnes de la famille ne se sentaient pas très bien. Et comme on leur a dit, bah, s'il y a un problème, passez. Et quand ils passent aux urgences, en fait, on les dose et ils ont des taux de CO élevés. Et donc, les urgences m'appellent en me disant, écoute, on a trois personnes là qui ont été exposées cette nuit au CO, avec pas de critères de gravité, mais des taux de CO suffisants pour une intoxication. Est-ce qu'on les garde? Donc, c'était le 25 décembre. Je dis, bah, non, moi, je vais les prendre comme ça, en 2 heures, ils pourront rentrer chez eux. Mais je leur dis, mais comment ça se fait qu'ils se présentent? Et donc, ils me racontent l'histoire. Et donc, quand ils me racontent l'histoire, je me dis, mais en fait, le patient grave, c'est pas eux, hein, c'est la personne qui est en cardiologie. Elle, c'est une intoxication au CO avérée qui a entraîné un trouble du rythme, hein, une fibrillation auriculaire, et c'est très classique. Et donc, lorsque j'appelle la cardio, on est un peu en discussion pas très simple parce que mon hypothèse les fait un petit peu sourire. Néanmoins, j'arrive à récupérer un taux de CO qui a été fait 10 heures après, alors qu'elle avait été quand même laissée sous oxygène normobare pendant plusieurs heures et qui est à 6%. Donc ça veut dire 6%, si on calcule les demi-vies, elle était probablement à 25 ou 30% en phase initiale. Je réussis à la récupérer, on la recomprime, la F fibrillation. Alors ils avaient essayé de ralentir la fibrillation et ils n'avaient pas réussi. Je la recomprime, la fibrillation auriculaire va céder en 40 minutes sous oxygène normobas. Elle retourne en cardiologie. Le compte-rendu de cardiologie ne va pas mentionner l'oxygène hyperbare, ne va pas mentionner l'intoxication au CO et va surtout poursuivre l'anticoagulation en partant d'un principe que c'était peut-être une FA chronique et qu'il fallait anticoaguler chez une dame qui avait plus de 70 ans. Voilà. Alors,
Ça ne veut pas dire que les cardiologues sont tous des anti-hyperbares. Ça veut simplement dire qu'il faut être quand même particulièrement prudent. C'est des tableaux qui sont souvent complexes, mais j'aimerais quand même toujours bien insister sur cette composante cardiologique qui peut être prépondérante. Allez, deux derniers cas, je vais passer beaucoup plus rapidement, mais c'est des situations cliniques et puis après je laisserai la main à Bruno. Premier cas, c'est on est à proximité de Gap, appelé déclenchement de secours pour trois personnes qui ont des symptômes digestifs et des douleurs abdominales. Donc une suspicion dans une salle des fêtes, suspicion de toxi-infection alimentaire, déclenchement des vétos, de toute des équipes sapeurs-pompiers, qui sur le trajet apprennent qu'il y a une personne qui est comateuse. Et à l'arrivée, prise en compte par le premier médecin, il y a une personne qui convulse, il y a une perte de connaissance initiale qui a récupéré à l'extraction, il y a des céphalées, des vomissements, des asthéniques, des syndromes abdos, des douleurs thoraciques. Et surtout, il y a des pompiers qui ont un détecteur qui va sonner dès l'entrée dans la pièce. Donc, on passe d'une TIAC à une intox CO en situation d'éloignement pour lequel on va se dire bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est déjà de trier ces patients et de partir dans le principe que tous les critères de gravité graves, tous les patients présentant des critères de gravité doivent être orientés vers un caisson hyperbare. Donc le coma, la convulsion, la femme enceinte, nauséeuse, la perte de connaissance initiale, je n'ai pas besoin de plus. Si j'ai pas de taux, c'est pas grave, ça part vers les caissons qui sont adjacents. Reste le tri des autres patients. On a des gens qui sont exposés a priori, qui sont sortis par leurs propres moyens et qui sont asymptomatiques, ou en tout cas qui se plaignent de rien, et puis on a des gens qui sont polysymptomatiques. Et là, la question est de dire qui est positif, parce que tous ceux qui sont positifs, il faut les oxygéner. Et là, on était loin de tout, donc il y avait des rampes à oxygène qui étaient en train d'être montées. Et tous ceux qui sont symptomatiques sont potentiellement avec des signes de gravité qui nécessitent d'aller vers le caisson hyperbare. Là, je m'excuse, mais je continue à être convaincu qu'un des moyens de trier très rapidement ces patients, c'est de faire du dosage correctement, c'est-à-dire on fait 2-3 mesures. Tous ceux qui sont à plus de 25%, ils sont destinés au caisson. Tous ceux qui sont entre 10 à 20%, ils sont destinés à une oxygénation de normobar, le temps qu'on affine un peu les critères. Et si on confirme les critères, ça sera soit 12 heures d'oxygène normobar, soit 6 heures de petit flow, soit 2 heures d'oxygène hyperbar en fonction des plateaux techniques que vous avez à proximité. Dernier cas, feu d'habitation, et j'ai terminé. Un homme de 56 ans alcoolisé, retrouvé inconscient avec un syndrome d'inhalation massif, des suies partout. Il est donc pris en charge par un SMUR. Lorsqu'il est pris en charge, il a un état de conscience qui s'améliore, il est tachycarde, il a une petite désaturation et un CO très élevé dans le sang et un ECG qui montre des signes d'ischémie en inférolatéral. Il a donc du cyanokite et une proposition de transfert, c'est à Besançon, vers le caisson hyperbas. Le patient, à l'arrivée, il a encore un taux élevé d'HbCO, des lactates qui plafonnent, donc il a une deuxième dose de cyanokite, un ECG qui s'est amélioré, il est positionné dans le caisson et malheureusement l'agitation est majeure, donc il décide d'interrompre la thérapeutique hyperbare en partant d'un principe que effectivement, il y a une co-intoxication, mais là encore une fois, il est peut-être préférable de gérer son agitation et sa prise en charge globale. Il a donc de nouveau l'hydroxycobalamine. Il fait 12 heures d'oxygène normobar, une nette amélioration de la carboxyhémoglobine, des lactates et une récupération quasi normale, quasi totale de sa symptomatologie. Voilà. Ces tableaux, il y en a une multitude, mais je pense qu'avec ça, on peut vraiment rester dans une logique où le CO, il faut les oxygéner et éventuellement leur apporter de l'oxygène hyperbare. Et vous avez bien compris l'importance du dosage et de la clinique. Les fumées, il faut un petit peu peut-être revoir un petit peu nos indications et se focaliser vraiment sur des expositions prolongées pour lesquelles la composante CO fumée est prépondérante. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions?